On est là pour parler de mise à l'abri des canards en cas d'alerte sanitaire, dans le cadre d'un projet qui termine, en fait, puisqu'il s'est terminé au 31 décembre. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu les livrables qui étaient issus de ce projet. Voilà un petit peu. Et sur ce, ben, je vais passer un peu la parole à Hervé, qui a accepté d'animer le webinaire avec moi aujourd'hui, donc au titre de président de la Com R&D CIFOG. Donc Hervé, je te passe la parole, du coup, pour un petit mot de ton choix. Oui, donc bonjour à tous, hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis éleveur, hein, dans les Landes. 1650 canards élevés gavés toutes les 3 semaines. Voilà. Donc on va vous présenter le projet Prosper, hein, qui fait suite aux premiers épisodes de grippe aviaire de 2015-2016, qui a eu pour conséquence, comme mesure de biosécurité, la mise à l'abri de nos animaux, hein, qui avait pour objectif de réduire le risque d'introduction. Et j'insiste bien sur le fait de juste réduire le risque d'introduction. On l'a bien vu avec les épisodes plus tard, notamment les derniers, qui avaient donc pour but de réduire le risque d'introduction du virus dans les élevages par contact direct avec la faune sauvage. Bon, alors, c'est bien évidemment, ça a eu pour conséquence, c'était une nouveauté pour la filière palmipède à foie gras, puisqu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant d'élever nos animaux dehors sans grands investissements et sans grands bâtiments. Et bon, aujourd'hui, on est de septembre à mars, avril avec des animaux confinés. Et forcément, ça a changé notre façon de travailler et ça a nécessité des adaptations, que ce soit au niveau sanitaire, densité, alimentation, au niveau du nervosisme. On a découvert de nouvelles façons de travailler. Et ça a été un changement énorme pour les éleveurs, et notamment le paillage, qui était certes pratiqué, mais pas de façon aussi intensive pendant la période de mise à l'abri. Bien évidemment, souvent, c'est considéré comme tout ça comme des contraintes, hein, on le voit bien au quotidien. Bon, et tout ça nécessite bien évidemment un accompagnement des éleveurs, mais aussi des techniciens. On découvre tous à peu près un nouveau métier. Et donc, dans un premier temps, le projet Prosper, c'était de faire des partages d'expériences, puisque l'influenza aviaire a touché surtout le sud-ouest, n'avait pas touché l'Ouest, donc ils avaient un peu plus l'habitude de nous. L'objectif, c'était de mettre en place des outils d'aide à la décision. Alors évidemment, le projet a été perturbé un peu par le Covid et par les différentes grippes aviaires, et ça a pris un peu de retard dans les livrables. Bon, cela dit, aujourd'hui, où c'est qu'on en est, bien, au niveau de l'influenza aviaire, on voit bien que la mise à l'abri est plus que jamais d'actualité. On est sur un nombre de cas très important encore, avec une nouveauté maintenant depuis 2 ans, depuis l'épisode 2021-22, c'est-à-dire que ça a touché nos reproducteurs dans l'Ouest. Et du coup, on a de la mise à l'abri effectuée sur les mâles comme sur les femelles. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça met aussi, mais je suppose qu'on va y revenir au fur et à mesure des discussions, ça rajoute un petit plus dans la mise à l'abri et une petite complexité des choses, notamment d'un point de vue comportement, on ne sait pas tout à fait la même chose. Mais on aura, je suppose, l'occasion d'en discuter ou même de conclure dessus, puisqu'il faut donner une suite à ce projet Prosper. Et sûrement qu'on risque d'en reparler tout au long de cet après-midi. Bon, je ne vais pas être plus long. Je ne sais pas si l'introduction vous a convenu, Johanna. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à nos experts et à tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier pour voir un peu tout ce qui a été fait et qui reste à faire. Merci Hervé. Moi, je voulais dire quelques mots sur le projet Prosper, un petit peu aussi en guise d'introduction. Pourquoi et c'est quoi le projet Prosper? Pour la petite histoire, c'est un projet CASDAR qui a été monté post-crise d'influenza de 2015-2016, puis 2016-2017. Donc à ce moment-là, il y avait un enjeu de proposer effectivement à moyen terme des systèmes d'élevage qui puissent être adaptés au contexte sanitaire et qui tiennent notamment compte des obligations futures probables à l'époque, hein, de mise à l'abri. Donc l'objectif du projet Prosper, ça a été pendant
pendant 4 ans d'apporter des solutions techniques à la filière palmipèdes gras. C'est un projet qui est centré sur les palmipèdes gras et aux éleveurs, puisque c'est eux les maillons directs concernés par cette mise à l'abri, pour concilier à la fois prévention sanitaire, donc avec cette obligation de mise à l'abri, et bien-être animal, dans le cadre d'obligations. Donc, on a travaillé avec un partenariat moyennement large, on va dire, donc des partenaires historiques qui étaient dans le cadre du GIS Palmipôle, en l'occurrence l'INRAE, Aceldor et le CEPSO, auquel s'est joint les PLEFPA de Périgueux, qui a aussi travaillé avec nous sur le projet. Donc on avait des partenaires associés au comité de pilotage, donc plutôt des représentants de structures, hein, et en partenaire financier, la DGER, parce que je le disais, c'est un projet CASDAR, un cofinancement CIFOG, et pour la partie Aceldor, un cofinancement au niveau de la Dordogne. Donc, quand on parle de mise à l'abri, on le dit au singulier, en fait, il faudrait parler de mise à l'abri au pluriel, puisque ça cache une grande diversité de systèmes de production. Ce matin, on parle exclusivement, enfin cet après-midi, autant pour moi, on parle exclusivement de palmipèdes, mais en fait, ça concerne aussi d'autres espèces, hein, potentiellement. Et chaque élevage va être caractérisé à la fois par des aspects structurels. Donc, on va avoir des types, des largeurs, des surfaces de bâtiments différentes. On va avoir des types de sols, des équipements différents. Et croisé avec ça, on a aussi tout un panel de leviers de gestion qui complexifie encore un petit peu la gestion de la mise à l'abri, avec certains qui sont actionnables par l'éleveur et d'autres pas. Donc là-dedans, on va retrouver la densité, les possibilités en fonction de son bâtiment de gérer l'ambiance, tout ce qui va être modalité de paillage, là, qui sont effectivement plus dans les mains de l'éleveur. Tout ce qui est pratique au niveau des animaux, à quel âge on les détasse, à quel âge on les sort, est-ce qu'on fait du curage intermédiaire, tous ces facteurs vont effectivement avoir une incidence forte sur la mise à l'abri. C'est pour ça qu'on les positionne dans le cadre de levier de gestion. Mais effectivement, ça crée aussi de la diversité dans les pratiques et ça complexifie les retours qu'on peut en faire. Quoi qu'il en soit, dans tous ces systèmes, on a un double défi à relever, hein, pour les producteurs. C'est à la fois être en capacité de gérer l'ambiance du bâtiment. Donc, quand on parle d'ambiance, on parle essentiellement d'eau, d'humidité. Et ça a un impact sur la litière et aussi le travail de l'éleveur. Et de l'autre côté, on a une obligation aussi d'assurer les performances et le bien-être animal avec des considérations sur tout ce qui va être dimensionnement des équipements et éventuellement d'autres leviers pour gérer les problématiques comportementales qu'on peut observer pour des animaux qu'on n'avait pas l'habitude forcément d'élever à l'intérieur. Dans le cadre du projet, on s'est concentré sur 2 types de livrables et du coup, c'est un petit peu ça qui a été aussi notre fil conducteur pour le webinaire d'aujourd'hui. On a des livrables qui sont plutôt axés partage d'expérience, donc ça va être la première partie du webinaire en fait. Et là, on a essayé de maximiser les liens avec les OP et les éleveurs, notamment sur le retour du confinement 2020-2021. Et vous allez le voir, l'idée, c'était de capitaliser sur des témoignages, des apports techniques, des retours d'expérience. Et d'autre part, on a aussi des travaux qui ont été conduits en propre par les équipes dans le cadre du projet, en l'occurrence des essais et puis la mise au point d'outils d'aide à la décision. Donc ça, on vous le présentera dans une deuxième partie. Et la troisième partie, elle est plus ouverte sur un dialogue du coup avec vous, sur effectivement les questions qui peuvent se poser, des choses qui resteraient à faire et des suites. Pour les livrables, donc on a tout centralisé sur le site de l'Itavi. Alors, il y a des livrables qui sont aussi accessibles sur les sites de nos partenaires. En tout cas, sur le site de l'Itavi, il y a une page qui est dédiée au projet Prosper. Et l'idée, c'est que sur le bas de cette page, il puisse y avoir un lien vers l'ensemble des livrages qui sont aussi hébergés par le site et qui concernent le projet. Donc, j'ai mis là un petit QR code. Il y a des livrables qui sont encore à mettre en ligne. Ça va arriver au fur et à mesure. Il y en a déjà une partie qui est consultable et pour lesquelles j'ai fait un petit clin d'œil au niveau du diaporama pour que du coup vous puissiez les identifier. Ceci étant dit, on revient à notre programme. Donc, comme je l'ai dit, 3 parties. Une première qui concerne vraiment la valorisation du partage d'expérience qui a été réalisé dans le cadre du projet. Donc, on a appelé ça la mise à l'abri, retour du terrain. Une deuxième partie qui concernera plutôt les leviers de gestion actionnables et tous les travaux qui ont pu contribuer à améliorer le pilotage de la mise à l'abri. Et puis, du coup, on aura un temps d'échange à la fin, plutôt sur des ouvertures. Pour les temps d'échange sur les présentations, n'hésitez pas à intervenir au cours du webinaire.
Donc, ceci étant dit, je vais passer la parole d'abord à mes collègues du coup du CEPSO qui sont dans la même salle que moi, même si ça se voit pas forcément vu d'ici. Je vais leur laisser actionner la caméra et peut-être leur micro aussi pour parler directement depuis leur PC. Ce sera plus commode. La parole est à eux. Bonjour à tous, Raphaël Prévost, animateur du CEPSO. Juste avant de rentrer vraiment dans les vidéos qu'on a réalisées, je voudrais remercier Marine Blair, dont j'ai pris la suite donc, en novembre 2021. Donc moi, je suis intervenu sur la fin du projet, alors que Marine a mené quasiment toutes les missions avec Nelly. Donc voilà, juste adresser des remerciements pour démarrer. Et donc, voilà, les vidéos qu'on a réalisées dans le cadre du projet Prosper donc, ont été tournées durant l'été 2021, en essayant d'aborder les sujets qui nous importaient dans le projet. Donc, un premier retour sur la mise à l'abri, sachant que c'était les premiers lots à l'époque qui devaient être mis à l'abri. Un retour d'expérience sur le paillage, ouais, que ce soit suivant le type de matériel ou le type de bâtiment. Et également, donc, donc le type de bâtiment, que ce soit des bâtiments sous panneaux photovoltaïques, des jardins d'hiver, voilà. Donc, il y a 6 vidéos qui sont en ligne. Elles sont en ligne sur l'espace adhérent du CEPSO et elles sont également accessibles sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture des Landes en accès libre. Et donc, juste avant de lancer on va en présenter qu'une là pour faire plus vite aujourd'hui. Juste donc un rappel de contexte, donc c'est des vidéos qui ont été tournées donc en août 2021 et donc depuis il y a des choses qui ont pu changer pour certains et même des éléments pour toute la filière où on s'est aperçu que certaines densités n'étaient pas forcément les bonnes, mais voilà. C'était juste rappeler cet élément de contexte avant de visionner la vidéo. En fait, les différents témoignages, voilà, c'était la première fois qu'ils réalisaient la mise à l'abri. La mise à l'abri, voilà, obligatoire et réglementaire. Donc, du coup, c'était un premier essai qui n'a peut-être pas aussi certains n'ont pas mis les lots en entier, quoi. On n'a pas pu finir le lot lors de cette mise à l'abri. Alors, on a une densité normale de 7,5. 7,5, donc après on transfère les canards, on transfère dans le bâtiment froid de 1200 m² pour se retrouver à un peu moins de 4 m². On partage le lot en deux en fait. Donc on a une partie des animaux qui partent dans le bâtiment qui fait 23 mètres sur 54. Et donc là, c'est un bâtiment avec des tôles ajourées, des tôles perforées, on appelle ça. Et on est assez content du résultat parce qu'apparemment il y a pas mal d'air qui passe dans ce bâtiment. Et la litière tient mieux que dans ces bâtiments bas, ces bâtiments endugués là, qui sont très bien pour démarrer, mais après pour confiner, qui sont moins bien que les bâtiments hauts. Et donc on s'est équipé avec une Megaplus de chez Dussault là. Et on a aussi une pailleuse qui broie la paille pour cette Megaplus parce qu'on n'a pas voulu acheter de la paille broyée toute l'année. Donc on a une Euromarque qui sert aussi pour le primo-paillage des canetons et qui broie la paille. Et ensuite on charge au maniscopique cette pailleuse et on paille les canetons. Surtout quand ils sont petits, on apprécie la Dussault parce qu'on n'a pas besoin de rentrer avec la pailleuse dans les bâtiments. Les canetons comme là qui ont un mois, on paille 2 fois par jour. Plus des granulés de paille sous les pipettes. Après quand ils sont gros, c'est vrai que la Dussault, on met quand même pas mal de temps. Donc quand ils sont gros, quand ils peuvent sortir, l'idéal c'est de pouvoir pailler avec une pailleuse qui ne broie pas la paille, parce qu'il nous semble que c'est mieux pour le canard. Et la paille absorbe mieux. Quand ils sont petits, c'est mieux qu'elle soit broyée, mais quand ils sont gros, il nous semble que c'est mieux qu'elle soit non broyée. Et donc après, on paille avec une pailleuse bovin quand on peut y rentrer. Voilà. Donc quand les canards sont lourds, c'est idéal. Mais en période de grippe aviaire, l'idéal c'est quand même de rester à l'extérieur du bâtiment avec le matériel. Donc c'est quand même la Dussault la mieux pour ça. Le plus gros avantage, c'est que c'est pour la biosécurité en fait, c'est que le matériel, le tracteur et la pailleuse restent à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a que la personne qui paille qui rentre. Et le tuyau donc, avec lequel on paille, lui, reste à l'intérieur aussi. Rien n'est déplacé. Donc ça permet
de ne pas amener les microbes extérieurs à l'intérieur du bâtiment. On paille à peu près en 45 minutes, mais avant ça, quand même, on a broyé la paille et on l'a chargée. Et voilà. Donc il faut compter quand même à peu près 1h15, bon, c'est correct. L'inconvénient, c'est son coût par rapport à une autre pailleuse, hein, parce qu'on peut multiplier par 2 par rapport à une pailleuse classique, hein, en gros, quoi. J'aurais la même parce que j'ai pas trop le choix. Il n'y avait que cette pailleuse là sur le marché. Voilà, je ferai la même chose en espérant qu'après chez Dussault on puisse avoir des pailleuses qui nous broient la paille suivant ce qu'on a besoin. Hein, qu'on puisse avoir une pailleuse qui nous broie carrément la paille. Ça doit sortir en 2022. Voilà, qu'on puisse avoir de la paille fine ou de la paille plus grossière. Et que la même pailleuse fasse tout, qu'on ne soit pas obligé d'acheter une pailleuse qui broie et immobiliser 2 tracteurs toute l'année. Donc voilà, on a pu vous présenter une des 6 vidéos qu'on a tournées. Après nous, dans l'idée, même si le projet prospère est clos aujourd'hui, on aimerait bien retourner sur le terrain pour récolter de nouveaux avis, hein, alors que ce soit des producteurs qu'on a déjà interviewés, mais voire d'autres. Récolter plus de témoignages concernant cette mise à l'abri, ce paillage, et également, comme l'a dit Hervé en préambule, pourquoi pas intégrer un chapitre sur la mise en place des canettes, parce que vu le contexte, peut-être qu'il va falloir qu'on ait plus de données sur cette partie-là également. Donc c'est dans les tuyaux tout ça. On verra à la suite comment on pourra vous présenter tout ça. Ça marche. Oui, c'est bon. Et donc, du coup, pour continuer au niveau du projet, donc, en fait, pendant toute la période du projet de 2019 à 2022, en fait, nous avons fait en fait la communication au niveau et la diffusion sur tout ce qui est les newsletters. Le site, voilà, comme expliqué Johanna, en fait, est toujours en accès libre au niveau de l'Itavigne pour toutes les informations et toutes les publications en fait qui ont été réalisées pendant la durée du projet. Les vidéos aussi, tout ça, seront aussi à disposition sur ce même site, ainsi que sur le site du CEPSO, où en fait on retrouve toutes les informations concernant le palmipol, avec donc voilà tous les bilans des travaux sur les plumes, sur toutes les informations en fait qui est en adéquation avec le projet Prosper, quoi. Je continue. Donc du coup voilà. Savoir s'il y avait des questions. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je n'ai rien sur Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions sur cette partie-là. Parce qu'effectivement, c'était un petit peu la première partie du webinaire. Je vois des mains qui se lèvent. Donc, du coup, alors, est-ce qu'on peut activer les micros? Hop. Ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, si c'est qu'une seule personne qui lève la main, je vais changer les paramètres. C'est bizarre qu'on ne puisse pas avoir l'accès au micro. Alors, du coup, je vois bien une main levée, mais par contre, j'arrive pas à donner la parole. Je suis assez embêtée, du coup. Non, c'est pas normal. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est moi qui ai enlevé. Alors, je m'appelle Là, ça devrait Montero être bon. Vasco. Du coup, alors c'est la personne qui lève la main. Enfin, normalement, vous devez pouvoir activer le micro et on doit pouvoir vous entendre. Mais la personne parle, c'est Monsieur Montero Vasco. Oui, moi j'ai activé mon micro. Alors, s'il faut les activer, je les active. Non, allez-y, monsieur. Moi, je viens juste par rapport aux vidéos qu'on a vues, par rapport à la question de la pailleuse. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles dans le marché. On va enchaîner du coup s'il n'y a pas de... Moins cher que Dussault. Ah, vous pardon. Oui, alors, on ne vous entendait pas. Je ne sais pas si vous entendiez, mais moi, je n'entendais pas le monsieur parler, en fait. Autant pour moi. Je suis éleveur et gaveur. Et moi, ça fait 3 ans que j'ai notre pâle à Dussault qui fait quasiment tout. Il broie la paille et ça dépend de la dimension qu'on a. Et par rapport aux vidéos, on a des autres pailleuses qui font aussi bien le travail, ce que le monsieur l'avait dit.
et on peut avoir moins cher le même produit avec la même qualité. Voilà, parce que moi, j'ai une autre pailleuse différente et je suis très content avec ce que j'en ai. Et moi, j'en ai 4 bâtiments d'élevage, plus le gavage, et ça marche très bien. Voilà. Oui, il y avait pas de. En fait, il y a plusieurs vidéos qui ont été tournées. Il y a un exemple qui a été choisi, mais il y a d'autres pailleuses en fait qui sont présentées sur ces liens. C'est simplement qu'on n'avait pas le temps de présenter l'intégralité. Donc votre témoignage va bien dans le sens d'autres effectivement qui ont pu être récupérés sur le terrain. Et du coup, voilà, l'idée c'est de visionner effectivement différentes sortes de pailleuses pour aussi orienter les choix éventuellement des producteurs derrière. Voilà. Après, en 2020-2021, le Champ d'agriculture, il a fait une journée intensive de paillage qui on a été pouvoir voir 4 ou 5 différentes pailleuses. Et ça a été bien parce qu'il y en avait quand même de gens. Et là, on pourrait voir sur le terrain à quelle la pailleuse s'adaptait à nous de notre ferme. Parce que après, à chacun de voir quelle est la pailleuse qui s'adapte mieux à ces travaux, quoi. Ok. Et du coup, ça veut dire que vous trouveriez intéressant qu'il y ait effectivement d'autres types en fait, d'événements autour de ça pour communiquer un petit peu sur le matériel notamment. C'est un peu ça la demande sous-jacente, auquel cas c'est important de le noter pour nous. Oui, c'est à mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de faire la visite sur le jour de porte ouverte du Champ d'agriculture, qui nous ont fait voir plusieurs pailleuses, qui en a d'autres pailleuses dans le marché qui font aussi bien le travail de Dussault parce qu'au niveau prix-qualité, Dussault, il est quand même assez cher et qu'il y a d'autres organismes qui nous donnent des pailleuses qui vont aussi bien au prix moins cher et qui on peut aussi injecter de la paille avec des tubes à l'intérieur et ça fait aussi une très jolie paillage, quoi. Mais du coup, tout ce qui est sollicitation pour des interventions, je pense qu'on aura un temps dédié pour en parler. En tout cas, la demande est bien remontée. Et merci du coup du témoignage. Enfin voilà. Et je disais, ça recoupe effectivement d'autres vidéos qui ont été tournées sur d'autres types de pailleuses. Merci beaucoup. Nelly, du coup, voulait intervenir? Oui. Oui, voilà. En fait, juste par rapport à ce que expliquait donc le producteur, c'est que donc on a visionné une vidéo. Il y en a donc 6 vidéos qui ont été tournées sur 6 exploitations différentes avec 6 matériels différents. Mais en même temps, il y a un fascicule qui a été réalisé, en fait, le guide du paillage, qui a été réalisé, qui est à disposition aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas en fait à revenir vers l'Italie, bien sûr, ou vers les chambres d'agriculture. Ce guide est à disposition et recense en fait tous les différents matériaux de pailleuse qui existent dans notre filière, quoi. Voilà. Donc moi, je vais prendre un petit peu la suite sur un autre type de livrable qui a été réalisé. Donc ça a été réalisé par l'Itavi avec du coup le CEPSO qui est intervenu notamment pour mise en forme et finalisation des documents. On a effectivement produit un recueil de témoignages et conseils d'éleveurs pour différents types de bâtiments et choix de densité. Alors, densité en démarrage et densité en desserrage, et je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. C'est une approche qu'on a appelée approche K-type. Le mot vous parle peut-être ou pas, auquel cas, à la fin de l'intervention, il devrait vous parler. Au début du projet, donc on a démarré en 2019-2020, il y avait peu d'expériences de mise à l'abri à ce moment-là. Et en tout cas, beaucoup d'éleveurs qui se questionnaient, en fait. Donc, il y avait eu une première enquête de réaliser que je valorise pas forcément là cet après-midi, mais en tout cas, vous avez les résultats disponibles sur le site Internet. Donc, c'est une présentation avec Marion Pertusa notamment, qui l'a pas écrit seule, hein. Mais du coup, ça fait partie des livrables qui sont disponibles sur le site. Donc, bon voilà, c'était un petit peu au début du projet, ça méritait d'être soulevé parce que ça avait déjà permis d'identifier des points bloquants qui sont en fait ceux qu'on avait nous aussi identifiés dans le projet, en l'occurrence gestion des litières et gestion des lots d'animaux et de leur comportement. Et ça avait mis aussi un petit peu la lumière sur les modifications de pratiques réalisées ou que les éleveurs prévoyaient de faire, et aussi les modifications structurelles et les achats.
Plus récemment, donc après l'épisode de confinement des animaux 2020-2021, on a organisé un retour d'expérience en fait terrain sur ce qui s'était passé. Donc à 2 niveaux, à l'échelle des OP d'une part et puis à l'échelle d'un panel d'éleveurs d'autre part. Donc à l'échelle des OP, c'était des questions assez larges un petit peu sur le parc de bâtiments qui étaient présents globalement au niveau des structures, un petit peu les choix de densité qui étaient faits et les conseils techniques aux éleveurs. Et à l'échelle des producteurs, c'était un retour vraiment sur les moyens mis en œuvre sur un lot donné en particulier, les résultats, leurs ressentis. On les a aussi interrogés sur les innovations qu'ils avaient pu mettre en place. Et ça nous a permis à la fois de construire une typologie de bâtiment que je vais vous présenter après et d'organiser pas mal d'infos qu'on a pu collecter autour du retour d'expérience. Donc j'ai mis une petite image qui est effectivement, c'est un travail qui a été conduit en grande partie par un stagiaire qui s'appelle Clément Do dans le cadre d'une césure. Et du coup, nous, on a pris la suite aussi de ce travail pour finaliser les documents. Je le disais, on a travaillé sur une typologie de bâtiment parce qu'en fait, c'est un peu l'intérêt des approches CATIP, c'est de pouvoir aussi partager des témoignages d'éleveurs qui ont des systèmes qui ressemblent à celui qu'on peut avoir sur une exploitation de données. Et donc pour ça, on est parti du postulat que grossièrement, il y avait 2 types de bâtiments qui pouvaient changer déjà de base, ne serait-ce que par leur orientation a priori. C'était des bâtiments chauds d'une part dans lesquels on réalise du démarrage, mais pas que, et des bâtiments qu'on a appelés froids qui ne servent qu'au desserrage. Donc ça joue notamment sur tout ce qui est isolation des bâtiments. Voilà. Donc on va avoir après 2 types de ventilation, donc des ventilations qui sont plutôt transversales, donc avec des bâtiments Louisiane qui sont très répandus, hein, et d'autres types de bâtiments qui sont plutôt sur des ventilations longitudinales. Donc ça c'est valable pour les 2 types. Et après on s'est rendu compte qu'en fonction des bassins de production notamment et en fonction des OP aussi ou des choix de producteurs, on allait avoir de la variabilité sur les largeurs de bâtiments avec notamment une scission forte entre le sud-ouest qui était plutôt sur des bâtiments moins larges que dans l'ouest. Différents choix de densité, donc notamment densité de démarrage avec des animaux qui étaient ou pas détassés derrière. Voilà, des présences d'extension éventuellement pour les gens qui avaient mis en place des jardins d'hiver. Donc ça nous a permis de construire une grille en fait qui ressemble grossièrement à ça. Donc ça paraît un petit peu compliqué derrière, mais l'idée c'est bien de dire en fait derrière chaque cas type, on a un type de bâtiment donné et nous ce qu'on a essayé de valoriser, c'est des retours de témoignages qui soient bien propres à chacun de ces types. Donc pour l'éleveur, comment ça fonctionne? En fait, il va potentiellement avoir plusieurs bâtiments et l'idée c'est de pouvoir ranger ces bâtiments dans différents cas types. Donc dans le document de synthèse, il y a effectivement présentation de quelques exemples. Quand on a plusieurs bâtiments, chaque bâtiment va rentrer dans un cas type. On peut avoir un atelier qui rentre dans 2, 3 cas types. Et du coup, l'idée de présenter des solutions, c'était aussi d'avoir une approche impact. Et ça, c'était quelque chose d'assez global, en fait, dans le projet qu'on a conduit. Donc, le retour d'expérience qu'on a fait, on l'a croisé avec autant qu'on pouvait des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs pour évaluer à la fois les bénéfices-risques qui avaient été donc du coup constatés par l'éleveur par rapport à ses choix de mise à l'abri. Et on a croisé ça avec des extraits de témoignages, retour d'expérience. Donc là, ça paraît un petit peu petit, mais pour un peu la structure, on a structuré en 4 types d'indicateurs. Des indicateurs économiques, d'une part, des indicateurs liés à la litière, à l'ambiance, au bien-être animal et à la qualité de vie du producteur. Donc là, les slides suivantes, c'est vraiment pour faire un petit peu un zoom vers chacun sur un cas concret d'une fiche, puisque là, vous ne pouvez pas lire. Et de toute façon, voilà, l'idée, c'est d'avoir, il y a un document global qui est disponible sur le site qui permet de balayer l'ensemble des cas types faits. Donc là, moi, j'ai pris un exemple qui est le cas type numéro 6, peu importe, mais bon, pour la petite histoire, le cas type numéro 6, c'est ce qu'on a appelé bâtiment chaud de type Louisiane, donc des bâtiments d'une largeur de 6-9 mètres, de surface inférieure à 600 mètres carrés. Et là, pour le coup, une pratique démarrage en double densité, puis desserrage, avec du coup 50% des animaux qui restent sur place et 50% qui partent dans un bâtiment froid.
Donc, comment ça se présente concrètement? On a une description en début de fiche du système qui était présent avec des illustrations tant que possible des bâtiments en question. Et du coup, voilà, on a croisé ça avec des petits témoignages d'éleveurs. Donc là, l'éleveur qui nous explique un petit peu le cheminement, comment il est arrivé à ce type de bâtiment. Et du coup, pour certains lots, alors c'était des mises à l'abri sur l'intégralité ou pas forcément. Donc, on a donné des précisions aussi sur le retour d'expérience qu'on partageait. Quelle était la durée effective de mise à l'abri de ces animaux? On a aussi des précisions effectivement sur tout ce qui est équipement disponible au niveau du bâtiment. On a un volet économique où là, l'idée, c'était de donner des ordres de grandeur sur les investissements et aussi donc investissement bâtiment, matériel et durée d'amortissement. Et tant que possible, on a essayé de récupérer aussi des valeurs sur les charges constatées, donc en quantité de paille et aussi quand on pouvait en euros par mètre carré. Donc ça donne un petit peu une idée sur la dimension économique. Dimension économique, c'est jamais très loin des performances, donc on a aussi donné quelques éléments sur des performances techniques. Sur la partie litière, ambiance, donc était consigné ce qu'avait fait l'éleveur enfin, voilà, sur son lot et puis les petits conseils qu'il avait à partager si c'était à refaire, hein, notamment. Pour la qualité de vie, on lui a demandé un comparatif en fait sur une bande classique et sur la bande mise à l'abri pour essayer d'avoir un petit peu un delta et de quantifier aussi des aspects pénibilité. Donc ça, c'est forcément aussi lié au type de matériel qu'avaient les éleveurs qui ont été interrogés. Et normalement, dans les fiches, il y a suffisamment de précision pour bien comprendre comment se présenter l'atelier. Le bien-être animal, enfin, on avait des grilles qui correspondaient à l'état des animaux. Donc, chaque éleveur avait un peu le même référentiel quand il a évalué l'état des animaux. Et donc, on a demandé un petit peu comment ça s'était passé au global sur plusieurs paramètres, donc que ce soit la nervosité, l'emplument, la propreté, par exemple. Et du coup, on a redonné quelques abacs sur les dimensionnements des équipements parce qu'à ce moment-là, c'était quand même un point qui questionnait pas mal. Je pense que maintenant, on a beaucoup plus de données, effectivement, quelques années après. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelques garde-fous quand on se pose des questions sur ces éléments-là. Donc ça, c'est disponible sur le site en fait, c'est un PDF qui reprend l'ensemble des cas types, la typologie en préambule et qui explique comment naviguer un petit peu dans le document. En parallèle de cette approche K-type, on a organisé des événements aussi autour de partage d'expérience sur la mise à l'abri des canards. Donc là, autant on parlait tout à l'heure de paillage et d'opportunité peut-être de repartager certaines questions spécifiques au niveau de l'atelier. Il y a eu des partages plus globaux, donc une première journée qui s'est déroulée durant l'été 2021 à Samadé. Donc là, c'était vraiment une journée qui était orientée échange avec des éleveurs autour des adaptations qu'ils avaient réalisées, de leurs succès, difficultés lors de la mise à l'abri. Donc, il n'y a pas forcément de livrable en tant que tel, c'était vraiment un partage entre l'assemblée et les éleveurs présents, donc qui étaient des éleveurs qu'on avait interrogés dans le cadre des cas types. Et il y a eu une seconde journée organisée en Dordogne, celle-ci à peu près un mois plus tard, où là, l'objectif n'était pas tout à fait le même, c'était plutôt de capitaliser sur les retours d'expérience qu'on avait eus auprès des différents acteurs qu'on avait pu interroger et présenter les outils disponibles, donc des outils issus du projet et aussi ce retour d'expérience sur les facteurs à considérer pour envisager le plus sereinement possible la mise à l'abri des animaux. Donc là, moi, j'ai partagé sur notre site le diaporama qui est issu de cette journée parce que ça donne un certain éclairage sur pas mal de petits leviers techniques qu'il faut surveiller, couplés à des conseils d'éleveurs ou des petites notions d'alerte. Donc ça couvre assez large à la fois sur des choix de densité, sur effectivement des différences qu'on peut avoir sur les types de bâtiments en fonction des équipements, mais pas que. On a aussi des choses complètement différentes qui sont abordées, notamment le dégriffage, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est disponible pour ceux qui n'étaient pas présents. Et pour le coup, on a été sollicité pour refaire d'autres événements à d'autres endroits, et notamment en région Occitanie. Donc c'est des choses qui peuvent être répétées ou diffusées à d'autres endroits courant 2023 s'il y a des demandes sur ce type d'intervention.
Donc moi, j'en ai fini pour du coup cette partie-là. Je ne sais pas si y a des personnes qui veulent prendre la parole sur la partie un peu retour d'expérience. Puis après, on a du coup la seconde partie du webinaire qui est plutôt orientée sur les résultats des essais qui ont été conduits et puis d'autres livrables qu'on a pu produire, tant des fiches techniques qui là sont vraiment spécifiques à des leviers donnés et qui ont plus cet angle d'attaque bâtiment. Du coup, un outil de modélisation aussi pour le troisième point de cette partie-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ou pas. Auquel cas, sentez-vous libre de le faire. Et sinon, je vais passer la main aussi à... Enfin, on va enchaîner. Donc, c'est vraiment... S'il n'y a pas de questions. Il y a Oui, quelqu'un qui c'est lève la main. Hervé. Donc, c'est Hervé. Ouais. Donc, je vais juste... je pense qu'il est nécessaire de vulgariser les retours d'expérience de terrain, hein, et qu'il faudra sûrement refaire, et là je me tourne vers Raphaël, hein, il faudra sûrement refaire dans notre région ici du sud-ouest des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, Gers, une autre journée de retour d'expérience. Et je pense que ça paraît nécessaire aujourd'hui. Pour l'hiver, enfin à l'été prochain, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, mais je crois que ça va s'imposer. D'autant plus que, comme tu le disais tout à l'heure, on a le sujet Cannes. Et là, le sujet Cannes, je pense qu'il ne faut pas attendre l'été prochain, hein. Là, le sujet Cannes, il faut le faire le plus rapidement possible. C'est dans les tuyaux, Hervé, le temps. Ouais. Enfin, j'en avais parlé à Jean-Pierre, je suppose qu'il t'a fait la commission. Exactement. Très bien. Donc ça, on le note sur la to-do list 2023. Ouais, pardon, on discute tous les deux là, pardon, excusez-moi. Non, mais tu fais bien et je pense que c'est partagé. Moi, je disais, j'ai été sollicitée en Occitanie parce qu'effectivement, les 2 journées dont je parlais, elles ont eu lieu plutôt sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, là, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on s'articule avec les chambres pour du coup pouvoir effectivement diffuser au maximum au plus près des producteurs, en fait. Voilà. Là, l'important, c'est de vulgariser et notamment d'associer aussi les vétérinaires dans cette réflexion-là. Très bien. Donc, le message est bien passé. Il y a Ève quelqu'un d'autre qui Potier, lève la oui. main, c'est Ève. Du coup, justement, effectivement, j'en parlais pour la partie Occitanie. Du coup, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ève Potier, au GUE Élevage Occitanie. En effet, on s'est permis de solliciter Johanna pour une journée qu'on souhaiterait organiser, validée par le président là, de la section sur ses retours, déjà ce projet-là, hein, très pertinent. Donc, une journée qu'on souhaiterait organiser à destination des conseillers, donc dans l'objectif d'une amélioration continue du conseil, hein, comme vous avez pu le souligner. Dans ces cas de figure de mise à l'abri, donc conseiller chambre d'agriculture, OP, voilà, mais en Occitanie dans un premier temps. Donc là, c'était pas forcément une journée tournée éleveur, mais pourquoi pas, ça peut évoluer. Mais en tout cas, il y a une demande dans la région, donc voilà. On serait très content d'avoir ce retour d'expérience au plus près du terrain. Mais on va faire au mieux pour organiser ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je veux bien que Azélie et Mohamed, qui sont amenés à intervenir, peut-être branchent leur caméra pour qu'on les voit. Dans le cadre du projet, il y avait aussi des essais qui ont été programmés, donc avec différents leviers mis en œuvre. Donc ça pouvait être des leviers alimentaires, ça pouvait être des leviers autres sur du coup la configuration notamment un peu des bâtiments. Il y a aussi une petite partie qui était purement exploratoire sur la possibilité ou pas de déshumidification. Donc l'idée c'était de balayer un petit peu les différents sujets qu'on avait conduits. Donc là, c'est la version courte des essais. Et ils sont valorisés aussi sous la forme de petits articles de synthèse. Donc voilà, on a fait un petit peu au plus efficace, on va dire, au plaisir de rééchanger un peu plus en détail. Et notamment, c'est des résultats qui avaient été présentés en Com-R&D CIFOG et sur lesquels on peut repartager de façon un peu plus complète. Là, on a fait un format, on va dire, un petit peu light. Donc, c'est Azélie qui démarre sur un premier volet alimentaire et donc je vais lui laisser la parole. Merci Johanna. Alors, donc, je vais vous parler d'un essai qui a eu lieu en 2019. Donc, on a étudié l'effet de la fréquence de repas lors d'un rationnement. Donc, on cherchait à améliorer la consommation des animaux
en jouant sur la valorisation alimentaire, mais toutefois sans pénaliser les performances de gavage et en prenant en compte tous les facteurs qui auraient pu exacerber le nervosisme des animaux. Donc pour cela, on a mis en place des canetons Muller de 1 jour dans 4 bâtiments. On les a laissés sur litière, donc à raison de 400 canards par loge, donc pour une densité de 5 canards par mètre carré. Ils ont reçu une alimentation classique, tout d'abord en démarrage en ad libitum jusqu'à 21 jours. À partir de 21 jours, ils ont reçu un aliment croissance finition. Et dès le 36e jour, donc on a séparé en 2 lots. Un qui a reçu un repas de 230 grammes le matin pendant 1 heure. Et le second qui avait accès à ces 230 grammes en 2 repas. Donc 2 repas de 30 minutes, le matin à 7 heures et l'après-midi à 17 heures. Donc cette modalité a été mise en place du 36e jour au 71e jour, à partir duquel la quantité a été augmentée à 250 grammes pour préparer le jabot à l'engraissement. Donc 336 canards par lot ont été engraissés pendant 21 repas à base de farine et d'eau. En mesure, donc on a commencé les mesures au début du traitement jusqu'à la fin de l'engraissement. On a mesuré à la fois donc, la croissance et l'état corporel, avant, pendant, après rationnement. On a aussi mesuré donc, par dissection anatomique les performances zootechniques. On a suivi la consommation alimentaire par salle lors de l'élevage et par repas lors de l'engraissement. Et on a fait des mesures comportementales donc avec la méthode Eben et par notation de la réactivité lors de l'engraissement au 2e, 3e et 5e repas de gavage. Ouais, parfait, merci. Donc en résultats principaux, donc on a vu que pour les conditions dans lesquelles on a eu nos animaux, durant les premiers jours de fractionnement alimentaire, on a observé une amélioration de la croissance. Donc c'est-à-dire que nos animaux étaient en moyenne plus lourds de 116 grammes, donc c'est-à-dire plus lourds de 4% par rapport à ceux qui n'avaient reçu qu'un seul repas. Donc c'est un résultat, cette augmentation de la croissance qu'on avait déjà vu lors d'un essai en 2017 avec du fractionnement. Et on a couplé ça donc avec une amélioration de l'indice de consommation, c'est-à-dire que les animaux qui ont reçu plusieurs repas ont mieux valorisé leur aliment. Alors cela, on l'a observé uniquement durant les 20 premiers jours de traitement. Après, ça s'est lissé et les performances ont été similaires. Par contre, après l'engraissement, on a eu une amélioration du poids de magret, donc avec une découpe commerciale. Il y avait une trentaine de grammes en plus, mais on n'a rien observé sur le foie. En termes de performance de prêt à gaver et de critères d'état corporel, on n'a pas observé de différence. Dans tous les cas, tout ce qui est lié à l'état corporel est fortement corrélé à l'état de la litière et non pas donc à l'alimentation. On n'a pas une différence sur le paillage qui a été effectué. Il était similaire dans les 2 cas. Et les comportements étaient similaires, donc c'était des animaux dans tous les cas qui étaient assez nerveux avec des phénomènes d'entassement. Donc tous ces résultats, donc je suis passée assez rapidement, mais ils ont déjà été présentés et ils sont disponibles sur le site de l'ITAVI, comme l'a dit Johanna, dans la plume du palmipôle. Il y a eu d'autres essais alimentaires conduits, hein, donc là plutôt côté Asseldorf. Donc effectivement, je laisse Mohamed présenter. Oui. Bonjour à tous. Donc pour faire la suite des investigations qui ont été faites donc sur les différentes thématiques, donc sur les leviers alimentaires, nous on a essayé la piste des acides organiques. Donc c'est bien connu en volaille qui est censé améliorer la flore et puis stabiliser la flore intestinale et prévenir tout ce qui est troubles digestifs, donc améliorer aussi le digestat de la ration. Donc les potentialités, quelles sont-elles au niveau de la croissance et de la finition? Donc le dispositif expérimental est le suivant. Donc on a fait un aliment démarrage donc à 17 de MAT 2800 ad libitum. Ensuite sur les croissances finition, on est descendu à 15% de MAT et à 2800 kcal aussi à ad libitum. Et donc là, les taux donc sans acide organique pour des lots et avec acide organique à 0,5% et à un 3e lot à 0,1%. Et donc à 56 jours, on a procédé à un rationnement horaire, donc à 1 heure par jour d'accès. Je vois rien avec la barre. Donc les modalités, c'était 160 canards à 4 loges, donc de 40 canards. Donc on était à 5 canards par mètre carré en niveau de densité.
Donc sur les résultats, donc on est un petit peu déçu, on peut dire. Hein. Donc sur les poids vifs donc qui ont été effectués donc à 3, 8 et 11 semaines. Donc il y a eu quelques différences qui sont apparues à 3, 8, mais à 11 semaines, toutes ces différences-là ont été gommées, hein, donc avec des poids identiques, hein, et sur des indices de croissance aussi à 11 semaines qui n'avaient pas de différence significative entre les modalités testées. Donc aliment 1, pour être précis, c'est à 0, aliment 2, c'est à 0,05 et aliment 3, c'est à 0,1%. Voilà. Sur la dissection à 8 semaines et à 11 semaines, on n'a observé aucune différence sur toutes les parties testées, donc que ce soit les carcasses et viscérées, gras abdominal, muscles et filets, et tout ce qui est pectoraux et cuisses. Hein. La seule chose que l'on peut noter intéressante, hein, c'est que les animaux issus de la modalité à 0,1% d'acide organique a présenté des poids de foie, on va dire, un peu supérieurs. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on avait dit en hypothèse au début, est-ce que ça a permis de stabiliser et d'améliorer la flore intestinale? Ça, c'est une question que l'on peut se poser et puis qui serait intéressante de creuser. Hein. Au-delà de ça, notre essai, là, il était principalement axé sur l'adjonction d'acide organique donc dans l'aliment. Mais en volaille, essentiellement, il est aussi pas mal utilisé dans l'eau de boisson. Donc, on peut se poser la question, quels auraient été les résultats aussi si ça avait été utilisé dans l'eau de boisson. Alors maintenant, en ce qui concerne les litières et puis tout ce qui est système bec, bien-être du canard, on n'a pas observé de différence sur la qualité des litières ou sur la qualité de l'emplouement des animaux, sur les pododermatites que l'on a noté. Hein. Il n'y a pas de différence là-dessus. Et surtout aussi sur les coûts alimentaires équivalents. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de différence. Donc, on est un petit peu sur notre fin sur cette manip-là. Voilà. Mais la piste qu'on pourrait observer, donc, c'est l'incorporation dans l'eau de boisson. Ensuite, on a testé un nouvel essai sur de l'argile, hein, donc sur les substances liées comme additifs en alimentation. Bon, ça a été utilisé en volaille, donc pour améliorer et retenir les aliments pour une meilleure efficacité digestive et sur les performances. Hein. Donc, par là, l'idée, c'était d'essayer de diminuer, on va dire, l'humidité des excrétants. Voilà, donc c'était l'idée principale. Hein, et de voir si ça pouvait influencer sur la croissance des animaux en élevage. Hein. Donc, le principe du test est le même. Donc, c'est aliment à 17%, toujours en démarrage. Hein. Aliment croissance à 15 de MAT 2800. Donc, les argiles testés, donc des lots, on va dire, sans argile, un lot argile avec 1,5% et un argile à 2%. Et pourquoi à 2%? Parce qu'on avait fait des essais en noix et 2%, c'est ce qui bloquait les animaux. Donc, au-delà de ça, à 2%, les performances étaient complètement dégradées. Donc, nous, on l'a quand même testé à 2% pour voir ce que ça pouvait donner sur du canard. On s'est permis cette largesse-là dessus. Hein. Donc, là aussi, 4 loges de 40 animaux à chaque modalité, avec un rationnement horaire prévu à 56 jours, à 1 heure par jour d'accès. Et donc, toujours à 5 canards par mètre carré. Donc, là, sur les différentes modalités, donc à témoin, argile 1, 5 et 2, on voit que à 3 semaines, 8 et 11 semaines, la performance est légèrement supérieure, et on va dire significativement supérieure pour le lot à 2%, hein, avec des indices de consommation globalement similaires, mais sauf à 11 semaines où, entre guillemets, les indices de consommation sont à mettre à l'actif de 1%, 1,5%, qui sont un peu meilleurs qu'à 2% et qu'à témoins qui sont similaires avec l'argile à 2%. Sinon, sur les dissections que l'on a réalisées sur les canards, donc pas de différence de poids de carcasse ressuyée, ni sur les muscles pectoraux, et sur la peau, il y avait un petit peu plus de peau sur l'argile à 2% par rapport à l'argile à 1,5%. Sur les engraissements, donc nous, on a cette manip-là n'était pas à mettre à l'actif, on l'a juste mis en supplémentaire, hein, voir ce que ça pouvait donner. Bon, on avait l'occasion de le faire, donc on l'a fait. Hein. Donc, on a testé donc, sur les témoins argile à 1,5 et à 2%. Donc, les témoins, on a fait à 0% et 2%. On n'avait pas assez de gaveuse pour faire l'essai à 1,5%. Donc, on a pris les extrêmes. Hein.
Donc, on a vu une chose, c'est que l'incorporation d'argile, entre guillemets, pénalisait l'engraissement des foires. Voilà. Donc, est-ce qu'un 1,5 ça aurait pu être intéressant de le faire? Je ne sais pas. Mais au-delà de ça, voilà, on voit qu'on n'améliore pas les performances. Oui, question. Oui, une question. Du coup, Hervé, toujours une question. Je reviens sur l'utilisation de l'argile, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait sur le terrain, c'est justement d'incorporer de l'argile pour améliorer justement l'efficacité d'injection de la farine, pour ralentir justement tout le process de digestion. Et du coup, ça vient en contradiction avec ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc, c'est quoi le biais? Le biais, éventuellement, est-ce que c'est le taux qui était supérieur à 2%? Je sais, à combien vous le mettez, vous, sur le terrain? Donc là, on a utilisé le max à 2%. Je ne sais pas, alors personnellement, j'en mets pas, mais je sais que les agriculteurs, enfin, les éleveurs, les gaveurs en mettent, c'est aux alentours de 1,5%, oui. Ouais, voilà. Donc, nous, on a pris l'extrême, là. Donc, c'est ce qu'on avait observé en noix qui avait bloqué les animaux. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le tester sur le canard, voir ce que ça peut donner. Donc, à 2% max, je vois que, en fait, pour nous, dans notre cas de figure, bon, ça n'a pas marché. Bon, peut-être qu'à 1,5%, il faudrait le faire. Et je pense que ça peut, comme vous le dites, comme ça a été observé. Donc, là, on voit que ça n'a aucun effet, quoi. Ouais. Parce qu'à 1,5%, on est à 727 grammes et que le témoin est à 730, donc il n'y a pas d'effet visible. Et après, si je vous permettez, je reviendrai sur l'utilisation des acides organiques là. Et c'est vrai que c'est sur le terrain, nous ce qu'on fait, c'est à la fois acide organique dans l'alimentation et acidification de l'eau, avec plusieurs avantages, et notamment sanitairement. D'éviter quelques maladies qui peuvent liées à l'humidité justement de la litière et à l'excessive, parce qu'on n'arrive pas peut-être à bien gérer l'humidité des litières et des bâtiments, hein, la ventilation. Ça, c'est un autre débat, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on acidifie au maximum dans l'eau de boisson. Ouais, c'est pour ça que ce que j'ai dit, nous, pour éviter ce biais-là, on l'a testé uniquement dans l'aliment, voir ce que ça pouvait générer, quoi. Voilà. Donc après, c'est pour ça que j'ai dit que ce qu'il faudrait faire, c'est aussi le tester séparément dans l'eau de boisson pour voir réellement l'effet que ça peut faire à différents dosages, quoi. Voilà. Parce que là, si vous testez les acides organiques, là, alors je ne connais pas le pH de l'eau, hein, mais si vous avez un pH qui est élevé et ça fait juste dans l'intestin, ça fait quelque chose de neutre, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça. C'est vrai que ça, c'est un biais sur lequel il aurait fallu. Il faut faire attention. Il faut faire attention et je pense que ça peut être. Alors aujourd'hui, on le fait, mais sans peut-être l'avoir testé, sans avoir les effets réels, on le fait parce que c'est les vétérinaires qui nous conseillent ça et les équipes techniques. Peut-être qu'il faudrait justement le tester pour voir les effets réels et quelles sont les réelles répercussions. Je ne sais pas. Ouais. Tout à fait, oui. En tout cas, sur l'acidification notamment de l'eau, c'est des choses qui ont été partagées dans le cadre des retours avec les éleveurs, donc qu'on peut retrouver en partie dans les fiches techniques dont on va parler un petit peu plus loin, et dans le diaporama qui avait été présenté à Couleur, dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, c'est retour terrain, il n'y a pas de résultat d'essai en parallèle, mais par contre, on a effectivement eu quelques témoignages sur ce type d'usage. Sur l'argile, je ne crois pas, par contre. On enchaîne sur la densité, du coup? Ouais. Je mets juste là, voilà, la bonne slide. Donc, nous, on a testé aussi ce troisième levier, donc c'était sur la densité. Donc, nous, on s'est proposé de faire différentes densités. On est parti de 4, 5, 6, hein, donc avec des longueurs de mangeoires à 15, 12, 9. Donc, nous, il faut savoir que notre bâtiment, nous, on était sur béton, sur salle bétonnée. Donc, ça, c'est important de le mettre en avant, et aussi on est aussi sur un bâtiment avec échangeur dynamique. Voilà. Donc on n'est pas sur du statique, on est sur du dynamique, hein. Donc ça peut aussi donner quelques indications. Donc sur les différentes densités qu'on a testées, donc on a sur 1,28-49, donc bon, il y a une petite différence à 49 jours. Donc, bon, ça, on peut, par rapport aux croissances compensatrices, etc., on voit qu'à
à 80 jours, hein, donc sur les poids d'animaux, que ce soit pour les différentes densités faibles, moyennes et hautes, il n'y a pas de différence donc, sur l'impact de la croissance des animaux. Alors, sur les indices de consommation, je resterai un peu plus mesuré, nous, par rapport à ce que l'on a fait. Il y a eu un petit peu de gaspillage, il faut le dire, par rapport lors du rationnement des animaux. Donc forcément, quand les animaux sont ad-lib, bon, il n'y a pas cette bousculade donc pour l'accès à la mangeoire, mais quand on fait le rationnement horaire et qu'on descend les mangeoires, oui, là, il y a une précipitation. Et donc, quand les mangeoires sont remplies, il y a un peu de gaspillage. Donc, c'est ce qui peut expliquer un petit peu ces indices, on va dire, dégradés. Donc, sur les analyses bec, donc il n'y a pas de différence sur l'emplumement et sur les coussinets des animaux et sur l'emplumement ventral. Il n'y a pas de brosse excessive ou des pododématites apparentes. Donc, il n'y a pas de différence là sur les animaux, quelle que soit la densité testée. Donc voilà, ensuite sur les quantités de paille utilisées, hein, globalement on est quasiment identique, que ce soit à 4, 5, 6. Hein. Bon, le seul inconvénient que l'on peut observer ici, c'est pourquoi on a autant de paille aussi lorsqu'on est à 4 canards par mètre carré. Donc là, c'était l'effet de l'opérateur qui intervenait. Donc on pesait toute la paille que l'on mettait manuellement, on la pesait, mais bon, certains opérateurs mettaient plus qu'il en fallait. Donc forcément, ça s'est trouvé dégradé qui ne reflète pas trop, on va dire, la réalité de ce qu'il aurait pu avoir. On aurait pu être un petit peu en deçà de ça quand même. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence résiduelle là entre les 4 par mètre carré et 5 et 6 qui sont quasiment identiques. Hein. Voilà. Donc, c'était un peu cette explication-là que l'on avait. Ensuite, sur les quantités de fumier sorties, globalement, c'est proportionnel donc, aux animaux que l'on a mis en place. Il n'y a pas de grosse différence entre les quantités sorties par canard. Hein. On voit bien à 4 ou 5 ou 6, on est à 15,2, 14,8 et 15,6. Hein. Bon, il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Après, bon, je ne l'ai pas mis là, mais sur la mortalité, il n'y a pas de différence non plus. On est à haute densité, on est à 1,4% de morts. En densité moyenne, on est à 2,4 et 2,4 encore. Voilà, donc il n'y a pas de grosse différence là aussi il n'y a pas un impact de la mortalité sur l'importance de la densité là. Voilà. Donc ce qu'on peut résumer, c'est que cet essai montre qu'on peut, lorsque c'est nécessaire, augmenter la densité en bâtiment, bon, en faisant suivre les moyens qu'il faut, c'est-à-dire bien s'assurer du paillage et de la disponibilité d'aliments, etc., par rapport à la longueur d'auge qu'il faut. Et il n'y a pas de souci par rapport à l'impact sur les performances zootechniques des animaux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette première approche que l'on a faite, nous. Voilà. Donc, c'était valable pour le système testé, hein, parce qu'effectivement, on pourrait nuancer les résultats pour d'autres types de bâtiments. Et justement, c'est un peu enfin, j'anticipe un peu sur la suite, mais cette question de paillage, renouvellement du paillage, comment on tient une litière, c'est typiquement la question qu'on a essayé d'aborder via la modélisation, dont on parlera un petit peu plus loin. Parce qu'effectivement, il y a des facteurs proportionnels. Du coup, ça, pour le type de bâtiment que vous avez, dans d'autres cas où on va être moins capable de gérer l'ambiance, les écarts vont pouvoir être éventuellement plus conséquents avec des fois des effets de seuil où on n'arrive plus à gérer, en fait. Du coup, moi, je vais prendre la suite alors sur une partie que j'ai pas conduite moi parce que du coup, c'est pas mathématique. Hein, c'était du coup un travail qui avait été conduit par Gaëtan Laval. Donc, au moment du projet, il y a des questions qui se sont posées sur les process qu'on pouvait mettre en œuvre dans les bâtiments aussi canards, et notamment de la question de la déshumidification. Pourquoi la question de la déshumidification? Parce que du coup, il y a quand même une période à risque particulière pour l'influenza, c'est quand même la période hivernale, et c'est aussi celle où potentiellement on a pas mal de pluviométrie avec un air ambiant qui rentre déjà humide dans les élevages. Donc on combat de l'eau avec un air qui est chargé en eau. Et du coup, la question s'est posée de savoir si abaisser cette charge en eau de l'eau en entrée de bâtiment, ça pouvait être une piste qui avait du sens ou pas.
pour les systèmes canards existants. Donc, ce qui a été fait, c'est une étude de faisabilité. Donc, il n'y a pas eu d'essai en parallèle de ça, c'est purement calculatoire. Mais du coup, pour un élevage type, donc on a défini avec le comité de pilotage, donc l'élevage type, c'était 1500 mètres carrés de bâtiment et un lot de 6000 canards à une densité de 4 mètres carrés. On s'est posé la question sur différentes conditions climatiques, de la puissance en fait de chauffage ou en tout cas d'énergie qu'il faudrait pour arriver à des conditions intérieures ciblées, c'est-à-dire une température de 15 degrés et une hygrométrie de 80%. Donc pour ça, on a fait deux comparaisons contrastées, un hiver froid et humide d'une part, donc qui correspond aux conditions a priori potentiellement l'hiver, et puis un été humide aussi, donc on n'a pas pris de conditions sèches, puisque l'idée c'est d'envisager l'intérêt de la déshumidification. Donc si on part en conditions sèches, il n'y a pas d'intérêt particulier à abaisser l'humidité de l'air qui rentre dans le bâtiment. Donc, en termes de process, selon le cas dans lequel on est, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes process physiques, on va dire. Quand on a un hiver froid, humide, chauffer l'air, ça permet d'abaisser la quantité d'humidité qui est présente dans l'air. Et donc là, il y a eu une quantification des quantités d'énergie nécessaires. Quand on est dans le cadre d'un été humide, là, il faut d'abord refroidir l'air, puis le réchauffer pour réussir à l'abaisser en eau. Et donc, c'est un autre calcul, en fait, où là, effectivement, est figuré sur le diaporama des quantités d'énergie pour la partie froide et des quantités d'énergie pour la partie chaude. Les conclusions qu'on tire de ça, c'est que les besoins en puissance de refroidissement et de chauffage qui sont nécessaires sont énormes. En fait, si on regarde ce qu'on utilise actuellement, on est de l'ordre de 4 à 8 fois plus que ce qu'on utilise sur une bande classique. Donc ça semble quand même assez compromis sur un process qui est déjà en termes d'investissement cher. Et donc, pour nous, c'est pas quelque chose qui est économiquement réalisable en élevage. Donc, voilà, ça reste une piste qui a été étudiée en termes de faisabilité, mais qu'on considère pas probante pour les systèmes d'élevage de canards tels qu'ils sont. Ça veut dire que la solution passe sans doute plus vraisemblablement par d'autres systèmes, type ventilation dynamique notamment, qui permet du coup d'avoir plus de maîtrise sur notamment les vitesses d'air. Donc ça, c'est valorisé aussi sur le site internet via un article qui a été écrit par Gaëtan et que je vous invite à consulter pour les curieux qui voudraient plus d'infos sur le sujet. Pour ma part, j'ai travaillé moi sur plutôt des leviers visant à gérer un peu mieux les comportements des animaux. Et donc, pour ça, je me suis basée sur des leviers dont on nous parlait en fait en élevage et pour lesquels on ne savait pas forcément trop l'impact que ça avait. Quand on parle de nervosisme, alors ça c'est le terme un peu terrain. D'un point de vue plus scientifique, on va évaluer ce qu'on appelle la réactivité émotionnelle. Donc il existe des tests de comportement pour pallier à ça. Donc nous on en a utilisé deux dans l'essai. Le premier c'est je mets l'animal dans une boîte noire et je vais chronométrer en fait le temps qu'il met à en sortir, parce qu'un animal plus il a peur et moins il va sortir rapidement de la boîte. Et il y a un autre test qui est utilisé, c'est je mets l'animal sur le dos et en fait quand il y a des états de stress importants, les animaux frisent un petit peu, en fait ils font limite le mort. Et plus cet état dure longtemps et plus l'animal est réactif en fait. Donc on a utilisé nous ces deux tests-là pour en fait caractériser ce qu'on appelle sur le terrain le nervosisme. Et dans les pratiques qu'on a testées, donc on en a testé deux. La première, c'est la lumière. Donc pourquoi la lumière? Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que avec la mise à l'abri, finalement, ce qui s'est banalisé, c'est l'utilisation de veilleuses la nuit, avec en fait une grosse variabilité sur ce que les gens appellent veilleuse. Parce que du coup, on peut avoir quelques luxes à fait des conditions d'éclairement qui sont importantes, sachant que les oiseaux, ils voient assez bien en fait la nuit, même en dessous de 5 lux, ils y voient. Et donc, on a comparé une condition qui était autour de 20 lux. Donc, pourquoi 20 lux? Parce que 20 lux, c'est le minimum qui est considéré comme du jour pour du poulet, en fait. Et contre lumière éteinte, alors j'ai mis 0 lux, c'est pas forcément tout à fait 0 lux, parce qu'on avait des bâtiments qui étaient clairs, il peut y avoir des effets un peu lune, mais globalement, ça restait des intensités très faibles. Et donc ça, on a appliqué ça sur 6 heures, sur un temps de 6 heures, donc entre 23 heures et 5 heures du matin, là où, peu importe la saison, vous êtes à peu près sûr d'être en vraie condition de nuit.
Donc ça correspond à quoi, 20 lux? C'est difficile de visualiser. Donc moi j'avais pris effectivement une photo. Alors il y a toujours des effets luminosité des photos, mais comme vous le voyez, on y voit plutôt bien. Et pour ceux que ça intéresse, il y a effectivement des petits abacs qui permettent de relativiser un petit peu les lux en fonction de différentes conditions. Parce que comme dit comme ça ne nous parle pas forcément beaucoup. Donc ça, on l'a appliqué à partir de 7 jours, parce que du coup, sur les 7 premiers jours, on laissait la lumière 24 heures pour pas avoir de soucis d'animaux qui ne trouveraient pas la mangeoire. Et ce qu'on sait au niveau de la biblio, c'est que en fait, quand on n'a pas forcément de transition jour-nuit, c'est quelque chose qui est plutôt délétère en fait sur le comportement en général des animaux et qui tend à augmenter le nervosisme, d'où le fait d'avoir testé ce levier. On a testé un autre levier qui est l'accès au jardin d'hiver. Donc, le jardin d'hiver, c'est quelque chose effectivement qu'on a vu se développer dans la filière canard. C'est quelque chose qui est aussi en train de se développer dans d'autres filières pour des animaux qui étaient confinés et qu'on essaye de faire sortir à l'extérieur. Je pense notamment aux poulets, sur des systèmes poulets standards ou pondeuses. Et du coup, ça semblait une bonne idée de ne pas rater le coche aussi en canard, parce qu'on a une production qui est historiquement majoritairement en plein air. Donc d'avoir des animaux qui soient dans des conditions confinées un peu plus avec au moins une vue sur l'extérieur, ça nous semblait quelque chose d'assez heureux, sachant que au niveau de la bibliographie, quand on a un environnement plus riche, c'est plutôt mieux pour les animaux. Donc nous, on a comparé à partir de 21 jours des animaux qui avaient accès ou pas à un jardin d'hiver. Donc c'était en fait un appentis couvert sur lequel on n'avait pas forcément mis d'enrichissement. Il n'y avait pas ni accès mangeoire ni abreuvoir. C'était vraiment le fait que les animaux puissent aller dehors et voir l'extérieur. Et du coup, on s'est mis volontairement à des densités basses. Donc, l'objectif, ce n'était pas de coller au terrain, mais de se mettre dans des conditions qui étaient plus favorables à des observations de différence en termes de comportement, puisque du coup, si on fait des tests comportementaux, mais qu'on arrive et qu'on met le fouillis quand on va voir nos animaux, ça crée des gros biais, en fait, au niveau expérimental. Donc, les résultats ne sont pas tout à fait consolidés. En tout cas, vous les avez un petit peu en avant-première là, puisqu'ils ont été traités toute fin 2022 et ils seront présentés en commission R&D du CIFOG en 2023. Donc, globalement, ce qu'on voit, il y a un effet saison. Donc, nous, on avait testé ça sur deux lots, un lot d'automne-hiver et un lot printemps-été. Et on a des animaux en automne-hiver qui sont plutôt plus lourds, au moins jusqu'à J42, et la tendance s'inversait à J77. Donc, ça, moi, je le relie au rationnement. On a fait un rationnement quantitatif qui était identique entre deux modalités. Les besoins des animaux ne sont pas forcément exactement les mêmes entre l'hiver et l'été. Et du coup, on avait plutôt une inversion au final sur le poids des animaux à J77 qu'on considère comme la fin de l'essai. Donc J7, c'est application des conditions lumineuses nocturnes, donc c'est juste avant. J21, c'est juste avant que les animaux ne sortent. J42, c'est juste avant mise en place du ration. Et J77, juste avant la mise en engraissement. Ce qu'on a vu, c'est que à J21, donc ce qui correspond effectivement à la phase de démarrage, on avait un effet lumière qui était présent avec des animaux qui étaient plus lourds lorsqu'on maintenait un éclairage la nuit. Donc ça, on l'explique assez facilement parce que quand on regarde des bandes vidéo sur 24 heures, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a des animaux qui consomment ou pas la nuit. Et donc ça se traduit sur les performances des animaux à J21. Donc en fait, les animaux qui n'ont pas d'éclairage la nuit ne consomment pas ou peu la nuit. Alors que les autres consomment, ce qui fait un écart de croissance. Donc cet écart était plus important sur le lot d'hiver que sur le lot printemps-été. Cet effet lumière, il est accentué pour les animaux qui ne sortent pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès au jardin d'hiver à J42. Donc là, j'ai mis un peu au regard les différences de poids qu'on pouvait constater entre la partie jardin d'hiver et des animaux qui restaient à l'intérieur. L'écart est surtout important en hiver, donc c'est exacerbé sur cette partie-là. Je ne l'explique pas forcément bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Par contre, l'effet lumière, il s'amenuise à J77, et ça, c'est très logique, puisqu'à J42, on met en place un rationnement, et du coup, les animaux, ils ont tous accès à la mangeoire sur un temps limité dans la journée. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait beaucoup d'effets qui se maintiennent après cette période-là, puisque du coup, nous, on alimentait le matin, alors que du coup, il y avait de la lumière dans les bâtiments. Sur tout ce qui est état des animaux et résultats comportementaux, on a des choses qui sont un peu plus contrastées. Donc, j'ai pas remis là tous les effets sur les états, parce qu'en fait, sur les états, on a mesuré pas mal de paramètres, donc en termes d'emplument, en termes d'état des animaux. Donc là, ça va dépendre un petit peu de la saison. Il y a un petit biais qui est, en fait, dès la mise en place, on avait déjà des animaux un petit peu plus lourds
en répétition 2, donc avec des états d'emplement qui étaient plus ou moins avancés, en fait, notamment sur les jeunes animaux. Et du coup, on peut avoir aussi quelques effets contradictoires, notamment à J21 sur les tests d'émergence. Donc ça mérite d'être épluché un petit peu plus. Parce qu'effectivement, alors il y a quelques fautes dans le diaporama, je m'en excuse, mais c'est variable en fonction effectivement des variables testées et des âges considérés. Par contre, sur le comportement, si on a quelques écarts sur les tests d'émergence, on en a très très peu sur les tests d'immobilité tonique. Donc voilà, si en conclusion un peu directe, on peut dire. Alors moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait des envolées de consommation sur des animaux confinés. Donc du coup, la lumière, ça peut être une modalité de gestion aussi de ces envolées, notamment dans le jeune âge. Sans avoir d'effet délétère, en tout cas sur tout ce qui est réaction de peur des animaux. Et c'était quand même ça qu'on craignait un petit peu, hein, faut le dire. Même si au niveau de la biblio, c'est plutôt rassurant d'alterner un cycle circadien, de le respecter. En fait, sur le terrain, on met des veilleuses parce que du coup, on a peur des effets d'entassement et de contre-performance des animaux. Et ça, on ne l'a pas retrouvé, nous, dans l'essai. Donc, à suivre et à éplucher avec les intéressés de façon plus détaillée. Mais effectivement, ça permettait de tester des conditions qui sont pour le coup applicables pour des animaux miels. Donc, on en a terminé pour la partie XP. Donc, chaque XP est valorisé par un petit article de synthèse. Donc, il faut qu'on finisse de les mettre tous en ligne. En tout cas, c'est déjà, ça sera disponible. Et normalement, pour ceux qui fréquentent la commission R&D du CIFOC, c'est des résultats pour certains que vous aviez déjà vus et pour les autres qui vous seront bientôt présentés. Du coup, je vais passer la parole s'il n'y a pas de questions. Alors, s'il y en a, n'hésitez pas à intervenir, hein. Mais la suite sera du coup présentée par Azélie et Weshden sur la partie fiche technique. J'espère. Et il y a quelques questions. Vas-y, du coup, Elisabeth, parce que je ne les ai pas vues. Donc, Pascal Ledouarin demande quelles sont les conclusions de l'essai veilleuse finalement. Ah ben non, posé trop tôt, pardon, c'est moi qui n'ai pas bien. Donc, tu y as bien répondu. Oh, non, c'est bon. C'est parfait. Et c'est tout ce que j'ai et il n'y a pas de main levée non plus. Ok, bah, du coup, je laisse Azélie et Weshden prendre le... Oui, merci. Alors, on peut passer tout de suite à la première diapo. Merci. Donc, on a été plusieurs rédacteurs à faire des synthèses sur les connaissances techniques actuelles que l'on a, donc sur plusieurs thématiques qui sont affichées sur la diapo. Toutes ces synthèses ont pris la forme de fiches techniques qui ont pour but d'améliorer la technicité en élevage. Donc, elles concernent non seulement les élevages de palmipèdes gras en confinement, mais ont aussi été élargies à d'autres volailles, donc que ce soit poulet de chair ou poule pondeuse, et nombre d'entre elles peuvent aussi être appliquées dans des systèmes alternatifs. Les grandes catégories donc, de thématiques sont l'alimentation, l'ambiance, le bien-être, donc le comportement, la litière et l'état sanitaire. Elle traite à la fois de problématiques assez générales, donc de gestion d'alimentation, de gestion d'ambiance, mais aussi de sujets plus précis, donc comme les problèmes de pododermatite, le lien entre qualité de litière, santé des animaux. Elles sont construites de manière à faire des renvois pour ne pas faire de redites et vraiment avoir des fiches focalisées sur leur thématique. Donc, tu peux passer à la suivante. Merci. Elles ont été pensées donc, pour être à destination des éleveurs, donc volailles en général, que ce soit des éleveurs qui ont déjà leurs exploitations ou qui ont besoin de conseils, au contraire, pour s'installer, et à destination, donc en général, de tous les techniciens d'élevage. Du coup, j'enchaîne. Merci Azélie. Les objectifs justement de ces fiches, on a travaillé principalement sur 3 leviers, hein. Il y avait le levier scientifique qui va apporter des clarifications, surtout par rapport à de compréhension vulgarisée, on va dire, d'expliquer le pourquoi. Il y avait un levier réglementaire par rapport à la réglementation en vigueur et l'évolution potentiellement par rapport aux enjeux sanitaires et actuels. Il y avait aussi un levier technique pour préciser l'impact potentiel des références, des conseils ou bien des bonnes pratiques. Voilà. Les sections qu'on a traitées, c'est principalement l'alimentation, hein, l'ambiance, le comportement, un tout petit peu de bien-être animal avec, et la litière. Le format, c'est des fiches techniques en format A4, général imprimable, on va dire. Il y a différentes compilations de fiches.
Et bien évidemment, il y a un format qui est en ligne avec des illustrations, des schémas, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on a pris quelques exemples de fiches. Ici, je vous fais voir un exemple de fiche, les différents compartiments. Il y a éventuellement une partie, voilà, un peu de visuel qui fait voir les thèmes qu'on adopte dans la fiche. Il y a quelques bonnes pratiques ou des critères parfois en flash. Il y a des références bibliographiques qu'on a utilisées ou pour voir plus de détails. Et il y a évidemment un code QR qu'on peut scanner pour y aller sur les différents livrables du projet. C'était tout? Ouais, c'était tout. Donc du coup, sur la mise en ligne, on a un petit décalage actuellement, mais ça va être réglé assez vite. Donc on va mettre là, courant de semaine ou semaine prochaine max, les premières fiches qui sont finalisées. Il y en a peut-être quelques-unes qui suivront courant du mois de février, parce qu'elles méritent un peu plus de travail encore. Et donc ça, voilà, actuellement, elles sont pas encore en ligne, mais le seront prochainement. Du coup, sur la dernière présentation du webinaire, donc interviennent Yann et Vincent. Et du coup, je vais laisser la parole à Yann. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de modélisation. Avant de construire l'outil de modélisation, on s'est posé les questions quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait jouer pour pouvoir ajuster et pouvoir contrôler un minimum l'humidité de la litière. Donc le premier qui nous est apparu, c'était bien évidemment la densité, donc on a voulu l'intégrer dans le simulateur, notamment via l'eau excrétée par les animaux et la chaleur latente, donc l'humidité sous forme de vapeur produite par les animaux qui va faire augmenter l'humidité dans l'air et donc empêcher le séchage de la litière. Également donc la litière en elle-même, la qualité et la quantité. Quand je dis qualité, j'entends par là, ici dans le modèle, ça se traduira sous forme de quelle est la capacité d'absorption de l'eau de la litière. Et également la régulation et le type de bâtiment, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'eau est trop humide, à ce moment-là, il n'y a pas de séchage, et donc également viennent intervenir les conditions météo. Donc l'intérêt du simulateur, c'était de pouvoir répondre à des questions du type quel est le choix de densité gérable dans mon bâtiment? Est-ce que je peux descendre en dessous de ci? Est-ce que je peux monter au-dessus de ça? Quel itinéraire de gestion de la litière est le plus adéquat? Est-ce que je repaille tous les jours? Est-ce que tous les 2 jours ça suffirait? Est-ce qu'un curage serait efficace à telle date lors de mon lot? Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit qu'il était nécessaire de créer un modèle mathématique basé sur la physique et sur des équations de bilan énergétique pour pouvoir justement construire un tel outil. Et donc, du coup, comme il est écrit, ça va servir à guider les opérateurs vers les pratiques les plus efficaces à disposition. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Nickel. Merci, Joël. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail du modèle et des équations mises en place, mais pour faire simple, il y a dans le modèle 3 blocs. Le premier qui communiquent les uns avec les autres. Le premier, c'est l'ambiance, donc qui simule la température et l'humidité avec la ventilation, si oui ou non il y a un chauffage, et donc qui va simuler l'humidité ambiante de l'air, notamment c'est ce qui est le plus important pour nous. Le deuxième bloc, c'est les animaux, donc parce qu'un animal, c'est principalement lui qui va humidifier la litière, bien évidemment. Et donc du coup, son ingestion, sa croissance, son ingestion d'eau, la chaleur qu'il va émettre sous forme de température ou d'humidité, tout ça est pris en compte dans le modèle. Et enfin, un troisième bloc, qui est le bloc, on va dire, résultat, qui va contenir un petit peu le résultat du bloc animaux et du bloc ambiance sur le taux d'humidité de la litière en fonction de la température qu'il fait, en fonction des vitesses d'air au niveau de cette dernière. Et donc, le but, en tout cas, le modèle permettrait de voir quel est l'itinéraire de gestion qui permet de rester sous un taux d'humidité environ 60-70 dans le bâtiment. Alors, qui dit modélisation dit simulation. Donc, j'ai voulu vous montrer par la suite quelques exemples de simulation d'humidité de litière et à quoi ça pourrait ressembler et comment ça pourrait parler. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc voilà, je vous ai mis à l'écran quatre taux d'humidité différents dans la litière. Donc j'ai volontairement mis une ligne au niveau de 60% d'humidité. C'est une ligne arbitraire, hein, mais on sait qu'au-dessus de 60, ça commence à être un peu compliqué à gérer. La ligne rouge étant le maximum d'absorption que peuvent... Là, ici, j'ai mis de la paille, par exemple, donc ça se calcule. On sait que la paille, au-dessus de tant de pourcents d'eau au total, eh bien, elle ne peut plus rien absorber. À ce moment-là, c'est vraiment plus que de l'eau. Et donc, j'ai mis 4 cas types comme ça. Donc, le premier, on va dire celui qui c'est un petit peu l'optimal, donc avec un détassage de 10 à 5 pendant la phase croissance, et avec un repaillage tous les jours. Donc on voit qu'on arriverait avec ce type de procédure à rester sous les 60%, voire même sous les 50%. Et ensuite, je me suis un petit peu comme ça amusé pour vous montrer des cas types. Donc là, avec un curage, on verrait que ça remonterait assez rapidement. Et notamment, sur la droite, vous avez, si on n'avait pas détassé, donc là, typiquement, j'arrive pas à descendre en dessous de 60%. Et le dernier cas, c'est si on n'a rien fait du tout, si j'ai jamais détassé et si j'ai jamais remis de paille pendant tout mon lot. Donc là, c'est vraiment des cas, voilà, c'est juste pour illustrer à quoi pourrait ressembler et quel genre d'informations on pourrait tirer de ce type de modélisation. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Néanmoins, on n'a jamais pu vraiment valider le modèle, puisque comme en pratique, lorsqu'on construit un modèle mathématique, on a besoin de données pour vérifier que le modèle retranscrit bien la réalité. Et donc, on n'a pas eu ce type de données lors du projet, donc il n'est pas encore exactement opérationnel. Tout est en place, il manquerait juste à le valider. Et donc, les questions que nous, on se posait, on est persuadé de l'utilité d'un tel outil. Mais les questions qu'on voulait vous poser, c'est faut-il aller plus loin dans ce genre d'outils, notamment ajouter des éléments technico-économiques. Donc là, j'ai rajouté de la paille, voilà, ça coûterait tant. Si je chauffe, ça consomme tant, donc je saurais à peu près calculer la quantité de gaz consommée. Quel niveau ergonomique est souhaitable pour ce genre d'outil pour vous? Est-ce qu'un fichier Excel ou quelque chose de ce genre suffirait? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt une application web facile à prendre en main? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, si jamais vous avez des idées ou d'autres éléments à considérer, si ce genre de choses présente un intérêt pour vous, bien, quel cahier des charges il faudrait lui associer pour arriver à ce que vous désiriez. Voilà. C'est quelque chose sur quoi la discussion est ouverte, parce que le projet effectivement est terminé et nous, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure il faut effectivement poursuivre les travaux et voilà, parce que l'idée, c'est que ce soit utile et utilisé. Donc là, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, parce que alors les difficultés qu'on a eues pour valider le modèle étaient liées au contexte, hein, effectivement, pas mal d'élevage vide et une difficulté de reprise avec difficulté d'approvisionnement des canetons qui ont fait qu'au niveau calendaire, en fait, c'était pas possible d'acquérir ces données dans le cadre du projet. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est figé à tout jamais, mais en tout cas, actuellement, c'est ce qui bloque pour aller plus loin. En tout cas au niveau calculatoire, et après il y a effectivement besoin de préciser un petit peu plus le besoin et la demande par rapport à ce type d'outil. Alors il n'y a pas de questions et je ne vois pas de main levée non plus. Bon. Est-ce que ça veut dire que ça vous intéresse pas plus que ça ou que je sais pas, enfin... J'avoue que nous, on s'interroge un petit peu, hein, justement, comment est-ce qu'on transforme l'essai ou pas sur ce type d'outils sur lesquels il y a finalement une preuve de concept, mais il manque encore des étapes pour le rendre vraiment opérationnel à destination du terrain, quoi. Il y aurait peut-être un intérêt à développer des outils d'évaluation, enfin comment évaluer la teneur en humidité de la litière, avoir des éléments peut-être d'anticipation avant que ce soit les animaux qui disent que la litière est trop humide, quoi. Il y aurait peut-être quelque chose à creuser autour de ça. Avoir des éléments qui permettent d'évaluer la qualité du paillage avant que les animaux commencent à avoir des altérations, des pots d'eau dermatite, etc.
Ouais, tu veux dire, en gros, j'ai mon bâtiment, je ne sais pas quel est le taux d'humidité de la litière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme prélèvement et comment je mesure l'humidité dans ma litière. C'est bien ça que tu dis, du coup, Laurent? C'est un peu ça l'idée, ou d'attendre que ça sente de l'ammoniac. Enfin, tu vois, on est toujours trop tard, en fait. Ouais. Quand on s'aperçoit que ça va pas bien, on est déjà trop tard, quoi. Donc, Mm. peut-être si on arrive à avoir des éléments d'anticipation, ça peut être un projet, c'est vrai. Ouais, je pense, du coup, Hervé, je pense que l'idée de l'ammoniac, c'est quelque chose qui peut être sûrement mesurable pour la bonne et simple raison que si on voit qu'on a un peu trop d'ammoniac dans le bâtiment, c'est qu'on a un défaut de ventilation. Et donc, du coup, ça a une incidence sur l'humidité de la litière. Et peut-être en passant par ce biais-là, ça serait peut-être parce que mesurer la température de la litière. Bon, je ne sais pas si c'est possible ou pas de façon simple. Donc Avec là, un c'est thermomètre. plutôt un petit L'idée, guide ça, technique ça de peut être comment des est-ce outils que de pilotage, Ouais. des outils de pilotage simples, en fait. Hein. Parce qu'en fait, quand ça sent l'ammoniac, ça veut déjà dire qu'on ventile mal depuis un moment, quoi. Et Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, là-dessus, si on prend l'ammoniac comme indicateur, est-ce qu'avoir, du coup, on le voit, on a de plus en plus de fabricants, des nouvelles technologies de capteurs qui permettent de détecter l'ammoniac, si possible à des concentrations plus basses que ce que notre nez peut détecter. Est-ce que ce genre de technologie pourrait, par exemple, être un moyen de réponse au final? Parce qu'auquel cas, nous, là, on est par exemple en discussion avec un des fabricants qui comprennent toutes les problématiques qu'il y a pour poser ce genre de capteur en élevage. Et du coup, est-ce que au début, on n'avait pas forcément ciblé la production palmipèdes gras, hein, pour être très franc, mais au regard des discussions, est-ce qu'avoir ce genre d'indicateur, et du coup, dès que par exemple un nez électronique vous indique, bah, tiens, je commence à avoir une remontée, alors que vous rentrez dans le bâtiment, personne ne sentira rien, ça pourrait être un moyen. Je vois une main qui se lève peut-être pour une réaction. je pense qu'on a peut-être des indicateurs plus précoces qui sont les températures de litière. On a bien vu qu'à un moment donné, avec les pâtes palmées, les canards, ils écrasent toute vie bactérienne. Là, ils font pas, la litière vit pas, quoi, en fait. Hein. Et on a parfois eu des problèmes avec des canards qui mouraient avec zéro lésion. En fait, juste ils avaient froid par les pieds, quoi, en fait, par les pattes, quoi. Hein. Et je pense que si on avait des indicateurs peut-être beaucoup plus simples que des capteurs très élaborés, hein, et peut-être donner une fiche technique en dessous de telle température, inquiétez-vous. Et puis après, je ne sais pas comment on peut évoluer une litière simplement sans être sur une matière sèche de litière, c'est compliqué, quoi. Est-ce que l'aspect de la litière pourrait être un indicateur Tu penses à quoi, de la reconnaissance d'image Par exemple, ouais, c'est à ça que je pense que quand on me parle de ça, mais c'est une déformation. Après, sur un aspect visuel, souvent dans les matières, en général, hein, c'est pas que propre à la litière, mais quand on se rend compte que quand on franchit certains seuils d'humidité, à l'œil nu, c'est très compliqué en fait de faire un distinguo. C'est pas si évident que ça. La température, dans le fond, c'est pas un indicateur qui est très dur à mesurer, du thermobouton, des choses comme ça. Mais par contre, après, c'est plutôt le quadrillage, parce qu'on sait qu'on a une forte hétérogénéité dans la litière et dans les bâtiments. Donc après, c'est peut-être plus d'avoir des questions, où bien mettre les capteurs de température pour s'assurer d'avoir le bon signal et de pouvoir avoir les bonnes réactions derrière. Peut-être en complément avec de l'analyse d'image aussi, peut-être. Ça peut se réfléchir, ça. Il y a plusieurs pistes. Après, effectivement, en termes de coût, je pense que la température sera certainement c'est facile. Le moins cher, quoique sur les capteurs d'ammoniac, il y a des fabricants qui sont challengés et qui, moyennant à des coûts abordables, essayent de voir s'ils ne peuvent pas se positionner. Donc ça peut être des pistes à voir, mais je le note, donc la température litière. Il y a M. Montero aussi qui voulait te poser une question. Du coup, oui, le monsieur qui a la main levée, on vous écoute, du coup. Vous m'écoutez? Oui. Bon, rebonjour. Je me disais, ça fait 15 ans que j'élève des canards et les 3 dernières années qu'on a eu cette importante grippe aviaire et moi, tout cette graphique de laitière, tout cette avis de laitière, c'est très bien, mais ça fonctionne aussi en fonction de la météo qu'on a dehors. Parce que l'année dernière, on a eu un hiver sec
Et on n'a pas eu autant de problèmes d'humidité comme cette année. Cette année, on a du mal à tenir la litière propre parce que les canards, ils gaspillaient de l'eau davantage. Et nous, on est obligé de pailler le matin et le soir, le matin et le soir. Et au bout d'un moment, on ne sait plus comment y faire, quoi. Si on ventile trop les bâtiments, les canards, ils en prennent des maladies parce qu'ils ont froid. Si on ferme trop les canards, ils en prennent parce qu'il y a l'ammoniac. Voilà. Il y en a aussi la météo qui fait, ça joue énormément, à mon point de vue, parce que ça joue énormément, quoi. Et c'est bien avoir toute cette sonde, tous ces appareils, mais c'est quand même assez difficile de trouver un point efficace pour qu'on puisse avoir des jolis canards qui sont fermés, qui gaspillent l'eau en permanence. C'est pas évident, quoi. Voilà. Moi, je donne mon avis, quoi. Non, mais, si j'ai pas été clair, je suis désolé, mais bien sûr, on considère ça dans les outils de modélisation. En premier, c'est l'air qui rentre, hein, et comme l'a dit Johanna un petit peu plus tôt, c'est qu'un air de toute façon qui est déjà chargé à 90-80% d'humidité, sans le chauffer au préalable, il est quasi saturé, donc il ne peut plus charger de l'eau de la litière. Donc de toute façon, oui, vous avez raison. Mais ça, Yann, ça pourrait être l'objet d'un graphique à l'image des 4-5 que tu as fait, de dire, bah voilà, si j'ai des conditions hivernales sèches, en fixant de manière arbitraire un taux d'humidité plutôt bas et élevé, on pourrait avoir des profils de température différents et l'outil pourrait peut-être répondre, enfin confirmer plutôt les observations éleveurs en disant, bah voilà, clairement les conditions météorologiques extérieures ont une incidence là-dessus. Mais ça, c'est intégré. Le graphique que vous avez montré, c'est très bien. Ça nous... Ah, je vous entends plus. Ouais, on a le son qui est coupé. Moi, on n'entend pas. Ce que j'avais compris, je ne sais pas si nous entendons sur Montero, mais c'est aussi bien qu'il y avait un besoin d'aide un peu, enfin, au pilotage en fait du bâtiment, qu'effectivement il y a beaucoup de paramètres. Enfin, il y a Laurent aussi qui veut peut-être intervenir, mais dans l'idée, parce que je pense qu'il serait bien si on arrivait à faire une espèce de test facile à réaliser comme un tamisage. Tu vois, le principe, c'est que tu prends telle surface de litière sur telle profondeur, ça doit peser tant, et ça, si tu pèses plus, ben, t'es trop chargé. Enfin, tu vois, des trucs simples, ou alors tu poses ta litière sur du papier absorbant, du papier journal, tu vois la tâche que ça fait, l'oral que ça fait. Enfin, je pense qu'il faudrait des trucs vraiment très rustiques, quoi, en fait. Hein. J'ai peur que si on part trop dans le technologique, on n'ait pas des outils accessibles directement aux éleveurs. Mais il faudrait, je pense que la température posée la même par terre, déjà, c'est tout con, mais ça permet déjà de donner une bonne indication. Et des thermomètres pointeurs, c'est facile à gérer, ça, c'est pas trop compliqué. Mais après, voilà, comment est-ce qu'on pourrait évaluer l'humidité, le taux d'humidité d'une litière? Voilà, est-ce qu'on le met à égoutter? Est-ce qu'on le sert, on voit combien on sort d'eau? Enfin, je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer, mais je pense qu'il faudrait quelque chose de pas trop techno et facile à faire pour l'éleveur, quoi. On teste bien l'humidité du maïs avant récolte. On va quand même réussir à tester l'humidité de la litière, quand même. C'est pas faux. C'est le même principe. Ouais, c'est fait par spectrométrie dans le prochain infrarouge pour le maïs. Donc, je ne vois pas équiper les éleveurs avec ça, même s'il y a des petits portables. On y réfléchit. Relative. Mais il y a des technos aussi comme ça à l'épandage, par spectrométrie, effectivement aussi pour voir au-delà de la teneur en eau, des teneurs en azote, des choses comme ça aussi qui existent. Mais après, pareil, c'est toujours des technos pour l'instant qui sont pas, enfin, en termes de coût, en termes de faisabilité, il y a encore des verrous un peu techniques à lever, quoi. Mais oui. Et souvent, c'est l'eau qui nous embête dans ces cas-là en plus. Beaucoup de demandes entendues pour la partie fiche technique. Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à la question sur le modèle, parce que ça serait quand même bien, effectivement, qu'on puisse un peu statuer, entre guillemets. J'ai l'impression que
La demande, elle porte plus sur comment est-ce que je mesure à l'instant T de façon facile l'humidité de ma litière et que du coup je me rends compte de là où j'en suis, plutôt que sur effectivement quelque chose de plus exploratoire sur un schéma global de l'eau. Auquel cas, ça veut dire que nous, sauf sollicitation ultérieure de la part de la filière, mais on resterait éventuellement là pour le modèle. Enfin, c'est quand même quelque chose d'important pour la suite pour nous. Parce que du coup, dans les échanges là qu'on a depuis tout à l'heure, j'entends pas spécialement de demande là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, c'était aussi une question qu'on avait pour cet après-midi, qu'on pourra reposer aussi de façon plus directe aux partenaires du projet. Mais voilà, on a une preuve de concept, mais quelque chose qui n'est pas opérationnel et j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de demande très très forte de finaliser, en tout cas à court terme. N'hésitez pas si je me trompe. Donc, en tout cas, c'est bien noté. Sur la dernière partie du webinaire, on avait vraiment un temps de questions-échanges. Alors, on a parlé de table ronde, même si l'idée, c'est pas de forcément faire quelque chose de très officiel, mais c'était de pouvoir avoir un échange global avec vous sur des remarques, des besoins. Alors, il y a une personne encore qui lève la De main. vulgariser un petit peu les retours terrain qui avaient été faits. Donc avec peut-être à la fois des journées un peu à thème, ça peut être sur le paillage, ça peut être sur l'élevage des cannes, ça peut être aussi sur la valorisation des livrables du projet. J'ai noté aussi qu'il y avait des petites choses qu'il fallait qu'on vérifie par rapport à nos résultats d'essai et des incohérences constatées sur le terrain. Enfin, en tout cas, on a pour devoir d'essayer de les expliquer. Donc, je pense notamment à la question sur l'argile. Et puis ce besoin-là qu'on vient de mentionner sur les fiches techniques pour pouvoir, enfin un genre de fiche technique ou en tout cas des travaux si on n'a pas les éléments à l'instant T, mais pour essayer de donner des outils simples qui permettent à un producteur à un instant T de savoir un peu où il en est au niveau de sa litière. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que, voilà, en tant que participant, vous vouliez soulever, dire. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir partager aussi avec les gens qui ont travaillé dans le cadre du projet. Donc la parole est pour le coup à vous. Oui, Hervé, je trouve qu'on n'a pas assez, fait d'efforts peut-être sur la gestion du nervosisme et que ce soit sur les mâles ou sur les femelles. Et peut-être qu'il faudrait essayer de trouver quelque chose qui puisse nous aider à résoudre ces problèmes-là. En fait, on a de grosses difficultés aujourd'hui à partir au moment du rationnement où on a des canards qui partent en vrille. Alors, moi, je ne sais pas si c'est chez tout le monde pareil, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer. On a des lots qui sont nerveux, d'autres lots qui ne le sont pas. Difficile de savoir comment et pourquoi, sans faire appel à des statistiques ou je ne sais quoi, sans avoir un suivi régulier, parce que là, aujourd'hui, on ne comprend pas comment ça se fait que des lots soient nerveux alors que d'autres non. Voilà, donc c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un biais quelque part, et il faut juste essayer de le trouver. Alors, je ne sais pas si ça peut... si d'autres ont les mêmes problématiques autour de ce webinaire, et si ça peut intéresser, et si on peut aller plus loin là-dedans. Toi, tu le relis essentiellement au moment du rationnement parce que nous, on avait pas mal d'inquiétudes ou de conseils qui portaient plutôt sur comment est-ce que je fais pour pailler. Ouais, alors, eh bien non, parce qu'on s'aperçoit, enfin moi, je vais livrer mon expérience au quotidien. Hein, bon, je paille toute la journée, enfin tout le temps, tout au long du lot. Et c'est au moment du rationnement, et notamment sur les cannes, que l'on peut avoir un pétage de câble et qu'elles partent en vrille. Et alors, est-ce que c'est lié au fait qu'elles ont un métabolisme qui est différent et donc du coup elles digèrent plus vite et que ça les rend plus nerveuses, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on a cette problématique-là et il nous faut des réponses rapides là-dessus parce que après, c'est des canards qui sont nerveux, c'est des canards qui consomment moins, qui boivent, qui se font peur quand ils vont boire, ils font pas de jabot et du coup tu te retrouves derrière avec des gaveurs qui sont pas contents. Donc du coup, parce qu'ils n'ont pas de jabot, parce que pour tout un tas d'autres, et que
le gavage est plus pénible. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on avait un peu en mâle quand même, mais c'était selon les lots, et qu'on a un peu plus en femelle. Mais du coup, là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est dans un premier temps. Ouais. Peut-être que Laurent, pardon, excuse-moi, hein, peut-être que Laurent, lui qui est vétérinaire, voit ça un peu plus que moi, qui le vis au quotidien dans mon élevage. Donc moi, je ne suis pas technicien, je ne vais pas sur le terrain rencontrer les éleveurs, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par les autres techniciens qui sont autour de cette table, de ce webinaire. Tu peux redire, j'avoue que je m'étais un peu absenté l'esprit pendant 30 secondes. J'ai loupé le fil de la conversation. Allez, bravo. C'est honteux, je sais, mais je préfère l'avouer. C'est bien. Non, je disais que, notamment sur le nervosisme, travailler un peu plus sur pourquoi tant de nervosisme, alors que ce soit sur les mâles ou sur les femelles, mais surtout sur les femelles. Peut-être que toi, tu avais un avis là-dessus, puisque tu es plus amené peut-être à visiter les élevages et à être confronté à ce genre de problématiques au sein de tes clients. Voilà. Alors, les certitudes que j'ai, c'est que je ne sais rien du tout. Alors, bienvenue au club. C'est pour ça qu'il faut chercher des solutions, justement. Ah ouais, non, celui qui va trouver, non, franchement, on s'arrache les cheveux avec ce truc-là, quoi. T'as des lots, tu sais pas pourquoi ça part, et même origine, même couvoir, tu regardes les bâtiments, enfin, honnêtement, ça fait partie, pour moi, c'est un grand mystère, hein. Franchement, on n'a pas trouvé l'astuce. Ouais. On a beaucoup travaillé sur les spectres lumineux, là, on avait un ATO1, un truc qui permet de faire les spectres lumineux, franchement, on n'est pas capable de mettre quelque chose en évidence à ce jour, hein. Et franchement, voilà, après, on a essayé des conneries à mettre dans l'eau, dans le machin, enfin, il n'y a rien de satisfaisant à ce jour, quoi, hein. Après, je disais que souvent, ce qui arrive ou ce qui est arrivé sur mon élevage, c'est au moment du rationnement où là, le commençait à partir en vrille, plus ou moins. Mais même les mâles, c'est exactement pareil. Et alors qu'on a des lots qui sont parfois extrêmement calmes. Alors, est-ce que le métabolisme de la canne est le même que le métabolisme du mâle? Est-ce qu'elle digère plus vite, par exemple? Comme elle ingère moins, elle digère plus vite. Donc, il faudrait peut-être passer en rationnement, comme ça a été présenté, à 7 heures le matin et 17 heures le soir, enfin à deux rationnements par jour. Sachant que le jabotage derrière, est-ce que c'est le même? Parce que c'était la question aussi que j'avais lors de la présentation de cette slide, hein. Pardon d'y revenir dessus, mais est-ce qu'on a trouvé des différences au niveau de la façon de faire le jabot par rapport à une alimentation une fois par jour? Ça, c'était aussi une question et c'est quelque chose qui sont peut-être liés, je n'en sais rien. Alors, ce qu'on a essayé de faire de notre côté, c'était on s'est équipé d'un appareil, d'un Copix, là, un truc qui mesure les paramètres d'ambiance, qui en même temps analyse un peu les mouvements des animaux. En fait, partout où on l'a mis, en fait, on a plutôt des animaux qui bougeaient pas assez, en fait, hein. Donc, parce que l'excès inverse existe aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a des lots qui sont vraiment atones et qui font rien de leur journée et qui passent leur journée sur leur ventre, quoi. Et avec des phénomènes de brosse, à force d'être posés sur de la litière humide, ça s'arrange pas, quoi. Donc je pense qu'on a vraiment les excès. Le plus spectaculaire, c'est le nervosisme parce que ça emmerde tout le monde, quoi, hein. Et puis ça griffe et puis c'est moche, quoi. Mais on a aussi des animaux qui sont extrêmement pas actifs, quoi, hein. Donc on a plutôt eu ces cas-là, les quelques essais qu'on a voulu faire. Et puis après, le problème, c'est qu'on dit chez cet éleveur-là, on va mettre quelque chose pour regarder, puis la fois d'après, ça se passe bien. Ce truc-là, c'est une dinguerie pour moi, ouais. Après, le rationnement, c'est quand même potentiellement un facteur de stress, hein, pour les animaux, donc c'est pas forcément surprenant que ça se déclare dans ce contexte-là. Pour voir un petit peu les travaux qui sont sur d'autres espèces, un peu sur les conditions et les gestions de l'eau, ça passe beaucoup par du coup la réflexion sur l'enrichissement de l'environnement, effectivement, qu'est-ce qu'on propose aux animaux, parce que moins il y a de stimuli et plus on a des animaux qui vont réagir à un peu n'importe quoi, dont des choses dont on ne voudrait pas. Et là, effectivement, enfin, moi, c'est un peu à ce type de piste que je pense. J'ai quand même une réflexion à partager avec vous parce que c'est quand même quelque chose d'important. Dans le projet, il y a effectivement des essais qu'on a conduits, qui étaient prévus, hein, comme ça en amont.
Et on s'est quand même beaucoup appuyé sur le terrain. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on pérennise et qu'on développe parce que de toute façon, on va être obligé de le faire. On a aussi en parallèle, nous, dans le cadre expérimental, des contraintes fortes sur les comités d'éthique. Et il y a des questions sur lesquelles la mise en œuvre de protocoles devient sérieusement bloquante. Et enfin, là, à vous entendre, je me dis de toute façon, j'entends bien Hervé que vaut mieux le faire sur le terrain et je partage avec toi, ne serait-ce que parce que déposer des protocoles sur la gestion du rationnement et comment on fait pour que les cannes soient moins nerveuses, je pense qu'on va se faire gentiment jeter par les comités d'éthique. Donc c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, nous on s'est fait retoper récemment et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus contraint. Donc je voulais quand même le partager avec vous que voilà, je pense que la recherche dans les prochaines années, elle ne sera pas conduite exactement de la même façon. Et il faut qu'on renforce les liens avec le terrain sur ces questions-là. Alors, est-ce que ça passe sur des genres d'études épidémiaux pour essayer de comprendre à grande échelle qu'est-ce qui a pu se passer dans différents lots qui génèrent tel effet? Ou est-ce que c'est effectivement des tests sur un peu des fermes pilotes? Je ne sais pas, peut-être un petit peu des deux. Mais il va falloir qu'on raisonne autrement la façon de gérer la recherche. Pour la petite histoire, mon essai sur la lumière et les jardins d'hiver, j'ai eu du mal à le faire passer, parce que du coup, le comité d'éthique considérait que c'était de l'intensification de la production, en fait. Alors qu'on a bien expliqué qu'on était dans un contexte de mise à l'abri et que en fait, les éleveurs ne choisissaient pas et qu'on avait des problématiques à résoudre. Donc voilà, c'était quand même un petit mot d'info que je voulais aussi partager avec vous parce que les cartes sont rebattues par rapport à la façon dont on conduit des travaux en réponse aux besoins des filières. Donc, du coup, j'ai cassé l'ambiance. Non, moi j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu des essais sur le terrain de mettre des bouchons de luzerne, des pierres comme pour les bovins avec des minéraux pour pouvoir les faire piquer On nous parle beaucoup du grit et dans le partage d'expériences et les choses qui ont été valorisées, notamment à la journée de Couleur, il y avait aussi des OP qui mettent des abreuvoirs longitudinaux, notamment proches des repas. Donc ça, c'est des formes un peu aussi pour essayer de favoriser les comportements qui sont exprimés par ces animaux-là, avec plutôt des bons retours d'ailleurs. Donc effectivement, il y a quelques aspects. Alors ballot de luzerne, pas forcément. Moi, c'est beaucoup plus éventuellement laisser un ballot de paille que les animaux éclatent ou effectivement le grit, on nous en a beaucoup parlé. Et l'accès à l'eau avec des pratiques assez contrastées en fait, entre je fais attention au gaspillage parce que j'ai des problèmes de gestion des litières et au contraire, je mets à dispo de l'eau en plus grande quantité, au moins sur une partie de la journée. Oui, le grit, ou alors je pensais aux coquilles broyées parce que ça avait été testé il y a fort longtemps, mais c'était en période de gavage et ça ralentissait le transit digestif. Bon, ça apporte effectivement du calcium-phosphore, mais ça permettait surtout je pense que c'était des particules grossières et donc de ralentir le transit digestif, bon, un peu comme le grit, mais le grit reste vraiment coincé, je pense, au niveau du gésier pour permettre le broyage mécanique après de l'aliment. Le grit est plus intéressant parce que le coquille d'huître elle est très rapidement dissoute. Le pH est à 4 dans le gésier, donc la coquille d'huître elle ne reste pas, quoi. Donc, par contre, avec le grit, oui, enfin, les gens qui ont essayé, les gaveurs qui gavent derrière les canards qui ont eu du grit, ils sont contents. Hein. Ça marche bien. Hein. Et ça ne coûte pas cher. Tout à fait. C'est une solution. Donc, effectivement, autour de l'eau, il y a sûrement quelque chose à imaginer, par contre, qui serait, dans ce cas-là, je pense, recevable par le comité d'éthique, puisque on revient au comportement naturel de l'animal. Est-ce qu'on peut faire passer un essai comportemental sous couvert d'améliorer avec des enrichissements, quoi? Est-ce que c'est un moyen de faire passer un essai qui permettrait d'observer les règlements comportementaux, quoi? Ouais. Du coup, là, la grande avancée, ce serait de mettre... Pardon, il y a quelqu'un à qui j'ai coupé la parole, je ne sais pas qui parle en même temps que moi. Oui, Jean-Marie. Oui, vas-y, Jean-Marie pour la maison Lafitte, je ne sais pas si vous m'entendez. Plus farfelu, je reste persuadé qu'une brumisation, une espèce de cabine de douche, parce que le problème c'est qu'on bataille pour sortir l'eau du bâtiment, mais quand je vois les animaux, dès qu'il y a un peu de pluie ou autre, comment ils prennent du plaisir à se refaire, à se relustrer la plume, etc. Je suis persuadé qu'une cabine de douche pourrait être intéressante, y compris pour calmer les animaux. Hein. Tout comme nous, on apprécie de prendre une douche pour se détendre. Hein.
Mais il y a eu des essais par rapport à ça, effectivement, sur un canard. Après, sur le canard, il y a des choses qui commencent à être pointées aussi, et même si ça paraît aberrant, l'idée de la baignade, elle va revenir en force d'ici pas longtemps, quoi. Je rigole pas en disant ça, et c'est pas, enfin, je le dis pas en tant que forcément convaincue ou quoi, c'est juste, il y a des expertises d'EFSA qui sont en cours, et clairement, ces questions-là, elles vont être remontées à la commission. Enfin, c'est clair qu'en gavage, des canards nerveux en gavage, le prêt d'être arrosé à l'arrivée, enfin, je rejoins ce que disait Jean-Marie, hein, enfin, c'est des vieilles recettes, mais qui sont assez miraculeuses, hein. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand on fait le tour des besoins du canard, c'est quand même son rapport à l'eau où il y a un manque dans ce qu'on fait aujourd'hui, hein. En tout cas, je fais redémarrer les brumisations en salle de gavage, hein. Ça plaît parce que ça ravive la plume, ça réaccélère la pousse de la plume quand il y a un peu de retard. Après, voilà, quand il fait 0 degré, c'est plus délicat, mais bon, quand il commence à faire un peu chaud, ça va. Ça veut dire qu'il faut faire un caillebotis qui récupère cette eau et qui l'évacue. Donc il y a un aménagement, mais qui n'est peut-être pas insurmontable non plus, hein. Parce que ce caillebotis peut servir aussi à récupérer des abreuvoirs, et d'un seul coup, il t'enlève beaucoup de paille et de paillage et de temps passé à enlever de la flotte, hein. Donc je pense que on n'ose pas y revenir parce qu'on les a cassés, les caillebotis qui existaient. Donc c'est emmerdant de revenir en arrière, mais je vois les quelques-uns qui ont rebricolé des trucs, ils en sont pas malheureux, quoi. Tout ça, c'est des idées qui, à mon avis, méritent d'être examinées. À mon avis, le préalable, c'est quand même de partir d'un constat un peu état des lieux de qu'est-ce qui se passe vraiment sur les femelles, essayer de le caractériser un petit peu pour peut-être effectivement envisager des pistes derrière, mais on a besoin un peu de cette étape de partage au global interopé, je pense, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des femelles et voilà, en quoi c'est différent des mâles. Parce que là, j'ai l'impression que du coup, on a plein d'idées, mais savoir quelle liette poursuivre, c'est un petit peu confus pour le moment et c'est logique. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'était l'idée que j'avais partagée avec Raphaël, avec la Chambre d'agriculture des Landes. C'était d'avoir déjà un petit état des lieux entre OP, sans parler des producteurs, hein, puisque voilà, et de savoir exactement vers quoi il fallait se tourner pour améliorer les choses, parce que rien ne dit que, bon, on sait que l'année 2023, on aura plus ou moins tous des femelles, mais rien ne dit qu'en 2024, on ne va pas continuer à gaver des femelles, hein. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelle piste sera choisie, hein. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est assez important sur savoir où mettre le plus d'énergie en fait. Donc ça va être assez. Ouais. Mais à voir, rediscuter effectivement avec Raphaël sur un peu la suite. Dans les participants, il n'y avait pas que des personnes du milieu canard. Du coup, je ne sais pas si voilà, il y a d'autres choses qui doivent être mentionnées, peut-être aussi sur d'autres espèces ou quoi, auquel cas c'est le moment, parce que on arrive à l'heure de fin du webinaire, donc l'idée c'était de terminer à l'heure. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite un petit peu rajouter un petit mot avant qu'on coupe, c'est le moment, sinon ça sera trop tard. Et dans tous les cas, moi, je voulais vous remercier pour votre participation, sachant que l'idée, c'est de faire un petit replay de nos 2 heures là qu'on a passées ensemble pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter cet après-midi. Il y a Weshden qui voudrait intervenir. Vas-y, c'est une bêtise. Non, c'est une bêtise, c'est mon PC. Pardon. D'accord. Ah, d'accord. Il y a encore quelqu'un qui lève la main, sinon? C'est Laurent qui l'a depuis tout à l'heure, je crois. Ah non, pardon, oui, c'est Ça, c'est Laurent qui veut mettre des portables à tous les canards, ça, pour les calmer. C'est ça. Non, par contre, c'est là, du coup, pour cet après-midi. C'est pratiquement ingérable parce qu'on ne sait toujours pas comment on les rend nerveuses, quoi, hein. Donc, je ne sais pas comment on pourrait monter un essai, autrement que sur le terrain, quoi. Et peut-être que l'astuce, ce serait de prendre des canettes qui sont en train de partir en vrille là, et de les déplacer dans un site expérimental, par contre, et de voir qu'est-ce qui arrive à les calmer. Est-ce qu'elles changent de comportement quand on les déplace, par exemple? Il y a des choses comme ça qu'on pourrait faire. C'est compliqué en période d'influenza, mais autrement, je ne vois pas comment on peut faire une manip là-dessus, sachant qu'on est incapable de le prévoir, quoi. Ouais.
Et puis, accessoirement, nous, on n'a pas forcément constaté ce qui se passait directement, donc c'est difficile de faire des hypothèses et d'essayer de voir quel levier serait actionnable. Donc, je pense qu'il y a vraiment effectivement une partie déjà un peu état des lieux à adresser dans un premier temps, puis se poser effectivement sur la pérennité de la pratique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va prolonger ou pas, l'élevage de canettes, pour savoir si effectivement on y met un peu de moyens ou est-ce que c'est pas trop la peine et que c'est plus du partage d'expérience uniquement qu'on a à faire. Là, je sais pas. Mais c'est sans doute un sujet à discuter de façon active lors des prochaines com R&D. On en Après, si reste je peux me là, permettre non? une Vas-y, remarque, Elisabeth. oui, pour avoir élevé en même temps des femelles, enfin en même temps, pas dans les mêmes parquets, mais des femelles et des mâles barbarie, les femelles sont aussi plus nerveuses que les mâles. Donc, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais c'est une des espèces parentales, donc je ne sais pas. C'est peut-être des choses à discuter aussi avec les sélectionneurs qui élèvent les deux et qui ont peut-être un peu plus d'habitude, mine de rien, sur l'élevage de femelles, parce que nous, on découvre un peu. Ou sur même des productions de canettes chères aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément investigué ça pour le moment. Il y a M. Montero qui voulait encore intervenir. Oui. Oui, juste, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis un autarcie. J'élève et j'égave tous mes canards. Et le fait d'y aller 2, 3, 4 fois par jour dans les bâtiments, voir s'il y a l'eau qui coule, on y va assez souvent. Nous, on charge notre canard. Il n'y a pas de camion qui entre. Nous, on charge les canards pour les ramener à la salle de gavage. Et on gave les canards le même jour. Ils sont assez calmes, quoi. Moi, je pense que les canards, c'est comme tous les animaux, quoi. S'ils ne voient pas le propriétaire, il devient nerveux, quoi. Alors, plus de fois on agit avec les canards, plus calme et avec plus de sérénité, ils viennent. Parce que les canards, ils nous connaissent. Moi, je vois mes canards et ils me connaissent, quoi. Et moi, dans le gavage, j'ai de très bons résultats. Et en fait, que de l'eau, ça serait la même déjà, mais que nous, on y va souvent dans les bâtiments d'élevage, c'est très important que nous, on visite les canards 2 ou 3 fois par jour. Ils se calment, quoi. Et qu'on se promène devant les canards, voir si tout va bien, quoi. Voilà. Je donne mon exemple parce que depuis que je suis en autarcie, ça fait des années et ça marche très bien, quoi. Voilà. Oui. Et du coup, je ne suis pas sûre que... Parce qu'en fait, tout ce qui est familiarisation, ça va jouer sur la réponse de peur que les canards ils vont avoir vis-à-vis de l'homme. Et notamment, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver en engraissement quand on change de personne qui gave. Par contre, là, j'ai l'impression que ce qui est décrit, c'est même des comportements anormaux en l'absence de l'éleveur, en fait, avec des lots qui vont peut-être tourner, peut-être s'étouffer, peut-être... Et du coup, là, je ne suis pas sûre qu'une fréquence de visite plus forte, ça suffise à régler le problème, en fait. Donc j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez lié, rationnement, et auquel cas, je ne suis pas sûre que ce soit forcément relayable directement à la fréquence de visite de l'éleveur. Je pense que honnêtement, vu les retours qu'on a pu avoir, ça a l'air un peu plus compliqué. Et en plus, c'est pas la même chose que ce qu'on constatait sur les mâles. Donc, je note bien la remarque, mais effectivement, je pense que les fréquences de visite, elles sont importantes, mais que quand elles ne sont pas assez fréquentes, elles n'impactent pas tout à fait sur la même chose. On vous libère? Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Et bonne puis fin du d'après-midi. coup, ouais, Merci. s'il y a des questions, Merci. j'avais pas remis mes coordonnées, mais n'hésitez pas à me contacter par la suite. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.